Bienvenue sur Binous USA, Binous. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des bayous louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression cajun de la semaine. Un podcast à consommer Sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA épisode 106. Moi c'est Patrice. Toujours Stéphane. 106 de Strasbourg d'ailleurs, évidemment. Et de Francfort également. Oui, il faut pas oublier nos amis Voilà. trans-rennais, non. Voilà, allemand. C'est ça, ouais, c'est plus simple. Oui, j'essaie de faire le malin, mais ça marche pas. On va faire simple. Alors, Alors, juste avant de rentrer dans quelques sujets que ce soit, j'aimerais présenter mes excuses à vous, chers auditeurs, auditrices, et à toi, Stéphane. La semaine dernière, j'étais ultra fatigué. Et ça s'est entendu, j'ai fait le montage, mais c'est n'importe quoi. C'est-à-dire, je suis pas arrivé à finir une phrase de tout l'épisode. On aurait presque dit Joe Biden quand je parlais. Et donc voilà, alors j'étais fatigué, j'étais en baisse de forme. Cette semaine, ça va beaucoup mieux. Vous allez vous en apercevoir rapidement. Alors, Stéphane, il paraît qu'on est des influenceurs, dis donc. Mais bien évidemment. Monsieur Rhône de VHS et Canapé nous a dit ça, tout à l'heure m'a dit ça. Alors, on est des influenceurs. Moi, je me demande si on est même des rôle modèles. C'est un nouveau mot français, rôle modèle. Oh. C'est-à-dire le mot rôle français, Oui. suivi du mot modèle français. Je me savais déjà top modèle, mais rôle modèle. Alors bon, je ne sais pas si on est des rôle modèles. Voilà, c'est les nouveaux mots, ça que je vois sur les réseaux sociaux. C'était des membres, alors c'est des membres du gouvernement qui parlent comme ça maintenant. Mais évidemment. Un rôle modèle. Évidemment. En attendant. Ça m'a beaucoup plu. En attendant que ça réouvre et en attendant la rouverture, c'est très amusant. On s'amuse beaucoup. Eh bien, puisqu'on en est à parler franglais, là, juste aujourd'hui, là, Oui. peut-être 1 heure ou 2 heures avant que nous le contactions, je découvre un groupe qui n'est pas récent, qui est un groupe danois, qui fait du surf, rock et tout ça, et qui a intitulé un album en 2009. Alors je me suis dit, si c'est des Français, je les conchis, mais c'est des Danois. Le titre déjà le nom du groupe, c'est Tremolo Beer Gut. Plutôt sympathique, là, déjà. Ah Et ouais. le titre de leur album, c'est « Nous sommes de Tremolo Beer Gut. Qui le fuck êtes-vous » Ça pourrait être québécois, ça. Là, je me suis dit, les gars, ils ont eu un problème avec leur prof de langue, qu'ils soient français ou anglais. Et j'ai pas mal galéré pour savoir d'où ils étaient, parce que je me suis dit, si c'est des Français, je les insulte. Non, ce sont des Danois. Et bon, principalement, ils font de la musique instrumentale. Et voilà, le titre m'a beaucoup amusé. Ah, c'est pas mal, ça. Et je pense que bientôt, au gouvernement, nous parlerons de la sorte. Ah, je pense, oui. Voilà. Absolument. Ah, j'ai une rectification à faire sur un épisode précédent. Oui. On dit pas une Orval, mais un Orval. Voilà. Alors, génuflexion, je vais faire 3 patères. Et bien sûr, et voilà. un Orval des Orvaux, nous l'avions vu. Mais à Maxima culpa. Alors, c'est un Orval et non pas une Orval. Alors maintenant, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, ça sera une camembert. C'est comme ça. Ben, bien sûr. Et voilà. C'est comme ça. Si on peut décréter que c'est un Orval et pas une Orval, moi, je décrète une camembert Voilà. à partir de maintenant. Et tous les gens qui continuent à dire un camembert auront tort. Voilà. Voilà. Ça sera faux. Et Ah, surtout très bien. respecter les règles grammaticales et le pluriel. Un Orval des Orvaux, comme nous le Bien savons, sûr. bien évidemment. Bien sûr. Tu sais qu'on parle de Patrick, toujours notre historiquement premier auditeur mondial. Oui. Qui nous écoute de la Belgique. Salut Patrick. On discutait tout à l'heure sur WhatsApp et il m'a dit que c'était rigolo. Donc il habitait en Louisiane en 2016, 2015, 2016 par là. Et à l'époque, il buvait un Orval sur, tu sais, au DBA. C'est à Nouvelle-Orléans. Je crois que c'est sur Frenchman Street. C'est un club. Oui, oui, c'est oui. un club, un club où il y a des concerts. Alors apparemment, à cette époque-là, en Belgique, il y avait plus d'Orval, c'était la pénurie, et lui, il en buvait à la Nouvelle-Orléans, ce qui est complètement incongru, c'est rigolo. Oui. Bah, Voilà, il m'a donné cette anecdote. Et il paraît qu'Orval fait aussi du fromage, monsieur, on parlait de fromage tout à ça l'heure. m'étonne pas. Je sais que Chimay le fait, ça ne m'étonne pas. Ça va être très certainement très bon avec leur propre bière. Orval d'ailleurs, qui, ça fait plaisir des fois, ça me donne raison. Je cherchais un petit peu, tu sais, dans les houblons et compagnie, puis à un moment donné,
Mais ce que nous avions dit il y a une semaine a été confirmé par mes lectures en disant oui, c'est un houblon utilisé notamment par Orval. Voilà, ils prennent pas de risque, hein. Ils disent pas par un Orval ou par une Orval. Donc on dit pas que des bêtises. Voilà, qui est utilisé à Orvalie. Voilà. Voilà, c'est ça. Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, Ron dit qu'on est des influenceurs parce qu'on influence un petit peu. Maintenant, apparemment, les bières qui sont insipides, il n'en veut plus quand on les lui offre. Mm-hmm. Apparemment aussi, maintenant, il verse sa bière dans un verre, oui. Mm-hmm. Alors donc, je voulais réitérer ça très rapidement pour les gens qui nous prennent en cours de route, qui ne sont pas là depuis le début du podcast. Effectivement, on conseille, comme tout le monde évidemment, d'utiliser un verre toujours, boire de la bière dans un verre. Rincer à l'eau froide au préalable, évidemment. Ouais. Alors pour la façon de verser, vous pouvez regarder, il y a des vidéos sur YouTube qui sont très simples pour faire échapper le CO2, etc., pour pas être ballonné, etc., pour avoir une belle mousse, etc., etc. Donc il y a des vidéos très sympas, très didactiques sur YouTube. Vous pouvez aller chercher ça. Et évidemment, on conseille un joli verre genre tulipe de dégustation, c'est ce qui se fait en général. Ou bien évidemment, si vous voulez aller direct vers la limousine, la Rolls, c'est le Teku, bien évidemment. Voilà, c'est pas du snobisme, hein, c'est vraiment donner sa chance à la bière. Parce que, bon, je parle souvent des lagers notamment, même une lager peu prétentieuse, vraiment un verre à flûte, ça, c'est vraiment dans ce type de verre que ce genre de bière doit être bu. Et là, aujourd'hui, je vais parler justement d'une bière insipide que j'ai achetée. Ah ben oui, on est comme ça, Bénos aussi. J'ai testé pour vous, ça c'est la rubrique. J'ai testé pour vous. Alors bon, j'ai commis l'erreur d'acheter la Budweiser. Bon, déjà tout le monde rigole, je sais, mais bon, je suis courageux. Nitro Reserve Gold. Oh. Extra smooth. Fancy. Golden Lager. Et là, il te conseille de la verser brutalement. Alors je suis, par rapport à cette bière, je suis très perplexe parce que je pense que je dirais au niveau étymologique, ils ont parfaitement réussi leur coup, alors qu'au niveau zytologique, c'est raté. Au niveau étymologique, tu vois, nitrogen, ça se traduit en français par l'azote. Et l'azote, c'est Lavoisier qui a donné ce nom, et l'azote veut dire sans vie. Et donc, s'ils ont voulu faire une bière sans vie, c'est réussi. Tu vois, au niveau étymologique, ils ont chopé le truc, tu vois, de Lavoisier. Ils ont fait une bière sans vie. Donc sans goût, évidemment. Voilà. Maintenant, si on veut en parler du côté zytologique, quel est l'intérêt de faire une bière de grain, comme notre bonne vieille Old English bouteille en plastique, à travers ce processus azoté? C'est la bière nitrogénée la plus dégueulasse que j'ai jamais bu. Ça ne sert à rien. Une fois de plus, ils ont fait une bière qui ne sert à rien, qui arrive sur un marché qui était déjà saturé et en perdition, parce que la grosse tendance était en 2016, où là, chapeau bas à Samuel Adams, qui avait réussi un petit peu, tu sais, Samuel Adams, sont toujours un petit peu au milieu du pont, quoi. Entre la bière industrielle et la bière traditionnelle. Et là, c'était vraiment haussé du col en proposant 3-4 bières azotées, nitrogénées, tu vois, nitro beer. Et vraiment, ils les ont, semble-t-il, retirés de la vente. Ben, bien sûr, quand il y a une bonne idée, c'est toujours une très bonne idée de la retirer de la vente. Et donc, c'est bien un petit peu disparu des rayons. Alors, il faut penser un petit peu à la Guinness, il faut penser un petit peu, tu sais, dans le ressenti en bouche, tu vois, c'est ce côté léger, aérien. Et eux, ils nous sortent ça en 2020, alors que le marché est plutôt en retrait pour ce type de bière, et ils font un produit qui n'a aucun intérêt. Donc, je dis bravo. Je dis bravo. Parce qu'effectivement, l'azote, tu sais, est beaucoup moins soluble dans le liquide que le CO2 qui est habituellement. C'est la raison pour laquelle ça donne ce goût un petit peu aérien, tu vois. Mais là, eh bien, j'ai même trouvé des goûts de métal. Alors, dans mon coup de cœur, j'expliquerai d'où peuvent venir ces goûts, comme le goût de métal. C'est pas lié à la canette qui est superbe. La canette est rouge et or, elle est vraiment magnifique.
C'est pas, j'y arriverai pas avec eux. Je n'y Et arriverai tu leur donnes une chance à chaque fois, c'est quand même. Je leur donne une chance à chaque fois, tu vois. Là, alors évidemment, j'étais allé sur les sites qui chroniquaient cette bière. J'avais vu marqué good. Good, je me disais, bon, les beer snobs, ils vont descendre Budweiser, donc ça doit être intéressant. Mais non, c'est pas good, c'est poor. Voilà, c'est même à la limite fou, quoi. Voilà. Bah, Guinness avait fait une Nitro IPA aussi, qui est pas terrible. Je vois des tas de gens sur les réseaux sociaux qui la goûtent. Et en général, 9 fois sur 10, les gens sont d'accord avec nous. Ouais. Elle est pas terrible, quoi. C'est pas terrible. Alors que c'est un process, comme on dit les gens, désormais, un processus qui, vraiment peut bénéficier à certaines bières. Moi, bah, la Founders Nitro Oatmeal Stout, c'est un délice. Ça, c'est un délice. Mais évidemment, si tu n'utilises pas les ingrédients, et justement, pour en venir aux ingrédients, c'est très amusant. J'en parlais, je crois, la semaine dernière, ou la semaine d'avant, je ne sais plus. À propos du fait qu'en Angleterre, ils sont tous à chroniquer les mêmes bières en ce moment, parce qu'ils vont tous au même endroit. Et là, j'ai eu 2 chroniqueurs qui, à 2 heures d'intervalle, me chroniquent la même bière achetée chez Marks & Spencer. Donc, tu as Deans qui dit... alors ça, c'est un truc aussi que vous n'entendrez pas sur Binous, qui dit à propos d'une bière qui s'appelle la 50 American Pale Ale et qui est brassée par Numbers. La brasserie s'appelle Numbers, Brew by Numbers. C'est le nom de la brasserie, c'est Brew by Numbers. Ouais, voilà, tout simplement. Alors le gars, Deans, il dit, genre d'argument que je mettrai jamais en avant sur Binous USA, sympa. Qu'est-ce que ça veut dire, une bière sympa? Ouais, ça veut rien dire, sympa. Tu as fait la conversation avec elle, vous avez trouvé des points communs, tu es blonde. J'adore les blondes. Donc, voilà, j'étais pas plus renseigné. Heureusement, Maître Simon, est arrivé et lui a fait une chronique qu'on attend. Il dit, bon, si vous êtes nouveau dans la bière, attention, je tiens à vous mettre en garde que cette bière a un nez et un goût d'eau de cuisson de chou. Voilà, ce qui est tout à fait possible et ce qui est un défaut qui pour moi est un gros défaut dans les ales, et c'est dû au diacétyl, et qui sur certaines lagers peut être caractéristique de leur style, mais dans ce cas-là, c'est pas la même chose, c'est je vais essayer de dire ça, c'est la diméthylsulfure qui donne ce goût-là. Et on pense évidemment à l'infâme Rolling Rock, mais la Rolling Rock, t'as ce goût véritablement de légumes, t'as un goût de légumineux, t'as un goût effectivement de chou. Dans une lager, ça peut être caractéristique d'un goût, tu vois. C'est vrai qu'il m'est arrivé de boire la Miller Lite, et surtout si tu la bois à la canette, ce qu'il ne faut pas faire, même celle-là. Quand tu la bois à la canette, tu as un goût d'asperge qui n'est pas antipathique, qui vraiment n'est pas antipathique et qui est logique. Le houblon, l'asperge, c'est la même famille. Sentir ça dans une ale, c'est comme si tu buvais un café qui a un goût de chou, tu vois, que tu as fait ton café avec des choux de Bruxelles, tu vois, avec l'eau des choux de Bruxelles. Ouf. Donc voilà, bon, alors évidemment, les 2 chroniqueurs ont pris en compte le prix, tout ça, bon, mais... Voilà, c'est-à-dire qu'il faut parfois dire un peu plus à propos des bières. Non, c'est pas une bière sympa. Non, j'aurais pas aimé acheter une bière, notamment une ale, qui a le goût après de chou, tu vois. Surtout que c'était une ale dont la couleur ressemblait à une New England IPA, tu vois. C'est en plus, en fond de bouche, t'as un goût de chou. Ben, tu plains tes pounds, en l'occurrence, ou tes dollars pour nous, les euros, ou les francs suisses, quoi. Ou les francs pacifiques également. En Nouvelle-Calédonie, je sais plus. Non, en Haïti, ils utilisent le franc pacifique. Voilà. Ah bon, voilà. Eh bien, si vous écoutez en Haïti, d'ailleurs, on vous passe le bonjour. Voilà. Alors moi, j'ai quand même j'ai goûté une très bonne bière. La Urban South Snowball Juice Hazy Juicy IPA. Ouais. Est-ce que tu la connais? Non, de nom, uniquement. Nous n'avons pas été présentés, je ne sais pas s'il est sympathique. Moi, en fait, j'étais allé un peu à reculons parce que cette espèce de snowball juice, je me disais, ça doit avoir un goût très bizarre, un peu fruité. Parce que snowball, il faut expliquer très rapidement ce que c'est que le snowball ici. Il y a des snowball stands aux États-Unis dès que les premières chaleurs commencent. C'est de la glace. C'est shaved ice en anglais, c'est-à-dire que c'est des petits. C'est de la glace pilée, mais c'est encore plus fin que la glace pilée. C'est ça. Et ils mettent ça dans une espèce de cornet en plastique, une espèce de
comment dirais-je, un gobelet en plastique, en fait. Carrément, ouais. Et par-dessus, ils mettent du sirop. Alors, du sirop, tu demandes n'importe quel goût que tu veux. Alors, du sirop de groseille, du sirop de menthe, etc. Et donc, je me suis dit, ça m'a rebuté ce nom, Snowball Juice. Je me suis dit, aïe, ça, il va y avoir un goût chimique, industriel, de sirop. Pas du tout. C'est la version, je dirais, encore plus évoluée et encore meilleure de la Holy Roller. Ça, c'est fantastique. C'est exactement le même profil que la Holy Roller, mais je la trouve encore meilleure. Vous me connaissez, ça fait 6 mois, 1 an que je dis que c'est ma bière préférée. Alors, vous imaginez goûter votre bière préférée et une version encore meilleure. C'est fantastique. Alors évidemment, elle est un peu plus chère. Elle n'est vendue qu'en pack de 4 et j'imagine que c'est le même prix pour 4 que pour 6 Holy Roller et puis elle est un petit peu difficile à trouver. Mais vraiment, si vous passez par la Louisiane et que vous la voyez, vraiment, je vous la recommande si vous aimez les Hazy IPA juteuses, comme leur nom l'indique. Ouais. Et sais-tu quel houblon ils utilisent? Parce que dans mon coup de cœur, attention, j'annonce dans mon coup de cœur, il sera question de houblon. Sais-tu les houblons qu'ils utilisent? Eh bien, je l'ai su pendant à peu près 3 minutes et demie. Je peux re-regarder si tu veux. Tiens, voilà. Hop. Allez, non, qu'est-ce que je suis bon. Quel pro. Ouais, complètement. Alors, il y a apparemment par baril, il y a 5 pounds, donc 2 kg et demi, 2 kg de houblon. Donc apparemment, c'est beaucoup. Je ne suis pas brasseur, mais apparemment, c'est une quantité assez impressionnante pour qu'ils mettent ça dans la description. Il y a du Idaho 7. Connais pas. Connais pas du tout. Victoria's Secret, ça je connaissais. Ouais. Eldorado. Ouais. Et Citra, évidemment. Bien évidemment. Citra. Parce qu'en ce moment, je m'amuse, avant de boire une bière, avant parfois même de regarder la composition, d'imaginer les houblons utilisés. Et bon, je me teste un petit peu comme ça. Citra, je l'aurais dit sur cette bière-là, les autres, je ne les connais pas. Parfois, je tombe juste, et puis parfois, je tombe juste à côté. Mais c'est bien de s'entraîner comme ça. Oui, c'est bien, et ça explique également beaucoup de choses. Je pense que non, je peux en parler maintenant, parce que là, ça fait pas partie de mon coup de cœur. J'essaie justement de réfléchir. C'est-à-dire, tu sais, bon, en Angleterre, j'étais en train d'en parler, ils essaient de faire des bières craft, où même les brasseries craft commencent à se retrouver dans les magasins à bas prix. Mais alors, il faut voir suivant les enseignes si ça se fait sur une restriction de la qualité du produit, tu vois. Et notamment sur les houblons utilisés, parce que tu peux bien imaginer qu'il faire une bière à 2 pounds et moins de 2 pounds, à un moment donné, tu mets pas des houblons rares ou tu mets pas, mais parfois même il y en a qui ne mettent pas de houblon, ils mettent du sirop de houblon dans certaines bières, mais là je parle vraiment des bières de très mauvaise qualité. Et donc en Angleterre, au lieu d'utiliser les Simcoe par exemple, ou le Citra, ou Cascade, ou Centennial qu'on trouve ici en Californie, aux États-Unis, en Californie bien évidemment, ils préfèrent, lorsqu'ils sont vraiment sur des gammes de prix, ils essaient de baisser le prix, utiliser un houblon qui est excellent, mais qui ne correspond pas à ce type de bière, parce que tu peux imaginer que le climat en Angleterre n'est pas le même qu'en Californie. Non. Sinon, ça se saurait. Donc, ils utilisent trop souvent le Fuggle, F-U-2-G-L-E, qui est parfait pour les bières bitter anglaises que j'adore. C'est-à-dire qu'il a un goût boisé, terreux, modérément épicé. Et il retype un petit peu ce que le style dont nous parlions la dernière fois de houblon. Je disais, c'était le Styrian Golding. Tu sais qu'on trouve dans l'Orval, tu vois. Ouais. Et donc ça retype un petit peu. Donc c'est parfait pour les types de bières que je viens de mentionner. Mais si tu essaies avec ça de faire des West Coast IPA ou des New England IPA, tu passes de l'amertume à l'astringence, tu vois. C'est-à-dire que ça devient rapidement inadapté et donc infect. Tu disais, ouais, justement, tu parlais des ingrédients. Il y avait l'autre jour, c'était il y a 2-3 jours sur Twitter, on discutait
là-dessus avec certains auditeurs. Il y a un auditeur qui avait posté des photos de bières qui se trouvent à Lidl et il demandait un petit peu si les gens connaissaient. Alors il y a certains auditeurs, certains utilisateurs de Twitter qui disaient oui, c'est pas mal, etc. Et il y a même Knack en vrac qui a dit oui. Alors il faut faire attention sur ce genre de bière. Donc tu parles dans les magasins discount. Il faut regarder, si on ne connaît pas la bière, il faut regarder évidemment les ingrédients, comme tu viens justement d'en parler. Ouais. Voilà, donc si on voit sirop de glucose, extrait de houblon, il faut éviter. Oui, voilà. Oui, complètement. Et donc, comme d'habitude, même dans les aliments, le premier ingrédient listé est celui qu'on trouve le plus dans ce produit. Voilà. Voilà. Alors, je sais que Lidl en Angleterre, visiblement, fait plutôt du bon travail, c'est-à-dire que c'est de l'ordre de 2 bières sur 3 qui sortent vraiment je dirais leur épine du jeu. Voilà. Du feu, voilà. Et donc c'est pas mal, mais d'autres enseignes, Aldi par exemple, c'était plutôt raté, tu vois, même complètement raté. Donc je sais pas, je serais un Lidl, je pense que j'irais vers des lagers allemandes. Tu sais, parfois ils ont des lagers allemandes, autrichiennes, et des choses comme ça. Mais là mais dans le sud de la France, je pense pas qu'ils aient ce genre de produit. Après, effectivement, il faut vraiment qu'ils regardent parce que tu peux avoir, mais c'est pareil pour le vin de toute manière, tu peux avoir de très très bonnes occasions, enfin, des occasions, oui, mais tu peux tomber aussi sur des trucs qui sont totalement imbuvables. Donc oui, mais il faut regarder les ingrédients. Voilà, il faut vraiment regarder les ingrédients, quoi. Alors, une dernière petite discussion très rapide avant de passer sur la bière de la semaine. Dis donc, cette semaine, on a beaucoup de choses à dire. C'est pas mal, c'est bien. Alors, vous vous souvenez, dans l'émission, on avait goûté la Bell's Light-Hearted Ale il y a 2-3 semaines. Tu te souviens, Stéphane? Oh oui. Qui est une IPA faite dans le Michigan avec un très bas taux d'alcool. Eh bien, l'autre jour, je vois ma femme avec un verre de bière et je regarde, je me dis tiens, une drôle de couleur parce que ma femme n'aime pas les IPA, mais absolument pas, elle n'y arrive pas. À chaque fois, je lui fais sentir une IPA et tout. Ah non, elle fait toujours la grimace. Alors je lui fais goûter un peu. Ah non, ça me plaît pas. Ah non, oh là. Elle ne supporte pas les IPA. Ça fait partie de ces gens comme on en parlait dans l'épisode avec Pomme, si tu te souviens. Pomme ne peut pas piffrer les IPA, c'est pas sa faute. Eh bien, ma femme, c'est pareil. Eh bien, l'autre jour, je la vois avec une bière et qui avait une couleur un petit peu orangée, dorée. Je dis tu bois quoi? Ah ben elle me dit une de tes IPA Bell's la Light-Hearted Ale. Oui. Je dis toi tu bois ça? Elle me dit oui, c'est pas mal. Ouais. Alors tu t'imagines pour quelqu'un qui n'aime pas les IPA boire ça? Oui, parce que ça peut introduire au style, parce qu'il y a un côté maltais également, il y a un côté pain, P-A-I-N. En plus c'est une très bonne introduction parce que c'est une bière qui est absolument pas caricaturale. Mais je crois que la bière que nous allons boire aujourd'hui, il ne plairait pas à ta femme. Pas du tout. Transition toute trouvée. Bravo Stéphane. Donc tout ça pour dire que si vous habitez aux États-Unis, que vous arrivez à trouver la Bell's Light-Hearted Ale et que vous n'aimez pas les IPA, essayez celle-là. Si ça se trouve, elle va vous convertir. Eh bien, la transition est toute trouvée. Bravo Stéphane. Cette semaine, notre bière, c'est, vous l'avez vu sur le titre de l'épisode, je ne vous l'apprends pas, c'est la Sierra Nevada Anniversary IPA 40 Years. Eh oui, 40 ans déjà. 40 ans déjà que cette marque a révolutionné le marché américain. Il y a 40 ans que cette marque, alors que c'était un désert total, un désert fait de Bud Light, fait de Coors Light, on va pas toutes les citer. Ouais. Eh bien, ils ont osé, avec leur Sierra Nevada Pale Ale, proposer ça au marché américain. Je pense qu'au début, ça a dû choquer plus d'un dégustateur, plus d'un buveur de bière, mais ils sont toujours là. Puis bon, le marché, par contre, a explosé. Donc, ah oui, c'est eux qui ont lancé cette mode de bière houblonnée, qui ont relancé cette mode. Complètement. Ce qui fait dire en même temps que la West Coast, parce que ça est une West Coast, et là c'est une vraie West Coast, puisque faite quand même sur la côte ouest des États-Unis d'Amérique, en Californie. C'est là où on voit que ce style n'est pas le plus récent, puisqu'il a quand même 40 ans d'âge. Donc il a eu... Oui. Il a eu une période, je dirais, il a atteint ses sommets. J'essaie de trouver son paroxysme. Son paroxysme, voilà. J'avais le choix entre climax, paroxysme, sommet, top, tu vois. Et j'arrivais pas à en trouver un. Et effectivement, au début,
je dirais 2008, 2010, dans ces années-là, tu vois. C'était l'époque où également on faisait des West Coast IPAs hyper atrocement amers en fond de bouche. C'était vraiment l'époque reine où les gens qui s'intéressaient, les Américains surtout, qui s'intéressaient aux bières artisanales, ils ne juraient que par ce style-là. Voilà. Bien sûr, c'était la grande mode. Oui. C'était la grande mode. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un petit peu passé de mode. C'était déjà un style un peu daté en 2008, mais bon, c'était la référence. Ça revient. Ouais. Ça revient un petit peu. C'était la référence absolue. Je pense en termes gustatifs et que la New England IPA a complètement ringardisé la West Coast IPA. Et d'ailleurs, Simon, qui fait des lives tous les mardis et tous les vendredis, c'est le seul bar virtuel de la planète où il finit parfois un petit peu en train de faire du sport, donc c'est un petit peu à genoux de temps en temps. Il finit un petit peu bon. Et il demandait aux gens de voter directement là sur YouTube si les gens préféraient une West Coast ou la New England. Franchement, sur 10 réponses, 9 c'était New England IPA. Bien sûr. Bien sûr. Ben oui, on en parle tout le temps, mais c'est un style qui est très abordable, qui est très fruité, très fun, très frais, j'ai envie de dire. Alors que la West Coast, c'est plus complexe. Oui. Il y a plus de malt, il y a plus d'amertume aussi, une amertume qui est différente. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on va boire. En fait, c'est vraiment la West Coast IPA. Ils ont distillé en fait ce type de bière qu'ils ont mis au goût du jour, c'est le cas de le dire, il y a 40 ans. Et c'est-à-dire que là, c'est le 40e anniversaire. Ils ont fait une bière qui j'ai envie de dire qui résume résume leur goût, leur patte, et ben tu l'as pas encore goûté, Stéphane. Moi je l'ai déjà goûté. Tu vas voir, c'est une West Coast évidemment dans toute sa splendeur. Sur le site internet, ils la décrivent comme ayant du pain PIN et des agrumes, une couleur dorée et une douceur avec une douceur de type caramel très légère, très légère de touche de caramel, voilà. Et elle fait 6 degrés, elle fait 6 degrés et 65 IBU, donc elle est amère, mais c'est pas non plus non plus de la soupe de houblon. Ouais, c'est pas la folie. Bon, j'aime beaucoup évidemment l'étiquette. Ce qu'elle a bien avec Sierra Nevada, c'est qu'on est rarement déçu. C'est bon dans 90% des cas. Et quand je trouve ça pas bon, c'est pas que c'est pas bon, c'est que c'est pas mon style, tu vois. Voilà. Bon, par exemple, la Bigfoot Ale, je trouve ça bon techniquement, mais est-ce que j'ai envie de m'envoyer une bière qui fait 300 et quelques calories, 10 degrés, quand il fait ici 30 degrés Celsius, non, je crois pas. C'est une bière d'hiver. Voilà. Et là aussi, je me suis amusé un petit peu, tu sais, j'ai fait mes recherches sur cette bière, mais je me suis amusé à deviner ce qu'il pouvait y avoir. Alors, j'aurais parié très fort sur le Simcoe et du Citra, puisque le Simcoe apporte un goût de pinède, véritablement, tu vois. Ah, c'est bien de dire pinède parce que ça évite de devoir préciser PMPIN et PMPIN. Ah, tiens. Voilà. Oh, un petit goût de pinède. Ben voilà. Voilà. On a peut-être trouvé finalement, et le Citra, ou la Citra, c'est comme on veut. Ah oui, je ne sais pas. Est-ce que c'est le Simcoe, la Simca, le Citro, la Citra. Alors là, c'est des goûts de mangue, de fruits tropicaux. Eh bien, ces deux n'y sont pas. Tu vois, c'est deux. Bon. Okay. Alors bon, je pariais sur Cascade, évidemment. Bien sûr, c'est le grand classique. Voilà, pamplemousse qui apporte des goûts de pamplemousse. Centennial. Composé, qui apporte un fruité, et un que je connaissais pas ou peu, mais qui doit pouvoir expliquer ce côté caramel, là, qui est le Cluster, qui apporte une touche florale et terreuse. Donc, tout ça, c'est des indications. Après, évidemment, tout dépend de la quantité, tout dépend s'ils en rajoutent. Tout dépend si c'est au début ou si c'est à la fin. Exactement. Voilà. Donc, et puis bon, il y a le savoir-faire personnel, ce qui fait que on trouve. Après, il y a des houblons qui sont adaptables à des situations comme le Centennial, le Simcoe. À un moment donné, on le trouvait partout, dans des bières avec des goûts très différents. Donc bon. Ben, ça dépend s'ils sont en amérisant ou s'ils sont exactement. En début de brassage. Voilà. Donc oui, alors on y va si tu veux. Ouvrons-la. Alors elle est assez difficile à trouver, c'est une édition spéciale. Ouais. Mais j'imagine qu'aux États-Unis ça doit se trouver en ce moment. Moi j'en trouve assez facilement dans mon magasin, mais c'est pas, disons que c'est une bière qui éphémère, c'est-à-dire qu'ils ne la feront pas, ça va pas faire partie de leur gamme, c'était juste pour marquer le coup, pour fêter les 40 ans. D'accord. Je me la sers.
Vas-y. ASMR. Le problème, c'est qu'à un moment donné, je me battais avec mon micro, qui voulait pas me laisser faire ce que je voulais faire. Donc, voilà. Conseil de Binous, ne jamais se battre avec son micro. La mousse est vraiment... La mousse est très consistante, très laiteuse, couleur blanc cassé. Elle me rappelle à l'œil, elle me rappelle à Double... Hardedale, je vais y arriver. Too Hardedale, voilà. C'est pas Double, c'est Too Hardedale. Elle me rappelle à l'œil, elle me rappelle à Too Hardedale. Tu sais, la même couleur. Ouais. Orangé, mais oui. Orangé, ambré, mandarine, tu vois. C'est le même type de bière. Voilà. Allez, je fais mon essai bière de mon côté. La mousse est généreuse, hein. Généreuse, c'est ça. Moi, j'ai fini par verser. Oh là là. Ah, moi, j'ai maîtrisé, mais alors, véritablement, une chose que j'ai sentie, que j'ai adoré, c'est un nez floral auquel je ne m'attendais pas. Et je dis bien floral, pas fruité. Bon, dû évidemment au cluster, n'est-ce pas? Mais vraiment, j'ai senti ça et ça me plaît énormément. Quand je sens ça dans une West Coast, tu vois, je me dis, ah, là, on est dans le haut de gamme. Comme la Too Hardedale, que je voulais débaptiser aujourd'hui. Je ne sais pas, je voulais lui donner un nouveau nom, peut-être, je ne sais plus. Double Hardedale. Voilà, j'avais décidé. Alors, ce qui est rigolo, la mousse, on va continuer à la comparer. La base de la mousse, c'est-à-dire celle qui est en contact avec le reste de la bière, est très irrégulier. On n'a pas c'est très amusant. On n'a pas un cercle, on n'a pas un diamètre. Un cercle, un diamètre, je ne sais plus ce que je dis. Une périphérie. Faire des maths aujourd'hui. On n'a pas un cercle, tout simplement. Tu sais, un cercle régulier, comme on peut avoir. Bon, allez, on va faire dans les grosses caricatures. Quand on se sert une Guinness, tu vois cette tête blanche là, qui est sur uniforme et voilà, qui est sur le liquide noir. Et on dirait que ça a été tracé par un peintre. Mais là, c'est pas du tout le cas. Là, on voit les bulles individuelles, ouais. Là, on voit, c'est pas du tout un trait, un cercle franc, non. C'est la différence avec bon, je vais continuer avec la Too Hardedale. La mousse, c'est à peu près le même type de mousse, un peu plus irrégulière. Mais là, vraiment, on voit, avant de la goûter, on voit qu'on est en présence de l'IPA californienne dans toute sa splendeur. Dans toute sa splendeur. Et le nez surprend, parce que le nez est magnifiquement floral. Oh, oui. Peut-être violette que j'adore. Violette, sureau. Et puis vraiment, Brady, du pain P-A-I-N. Voilà, pain P-A-I-N. Ouais, effectivement, ouais. Et on n'est pas, tu vois, sur des odeurs de fruits exotiques, de fruits tropicaux, c'est très étrange, là. On n'est pas du tout, c'est normal, on n'est pas sur il y a pas de citron, donc on n'a pas de nez de mangue, de fruits tropicaux, pas du tout. On est c'est très floral, j'adore ça. Mais alors on est dessus, à pieds joints. Hein. Ouais, c'est... on est dessus. Hein. Ah oui, là on est carrément dessus. Moi j'ai mon nez qui est dessus. À pieds joints. À pieds joints. On a un nez effectivement de pain, de sureau, peut-être de violette, peut-être de lilas. Moi c'est tout ce que j'adore. Quand je sens ça dans une bière, tu vois, c'est quand on est dans cette catégorie. Ah oui. Et tu trouves le caramel aussi, il y a une espèce de touche caramélisée. Oui. Bah ça fait pain, tu sais, pain grillé, caramel. Bien sûr. Bah, souvent, c'est le même processus. Souvent, bon, je le dis souvent, tu sais, la brioche méditerranéenne, là, du gâteau des rois, quoi. Voilà. Tu vois, c'est la même chose en fait. C'est la réaction. Alors je sais pas comment ça se prononce en français, mais c'est Maillard. On dirait Maillard en français. C'est la réaction tout simplement de quand vous faites revenir des oignons et qui caramélisent. Ouais. Exact. Un steak quand on fait griller un steak, etc. C'est
c'est une réaction des protéines, etc. Et, bah, c'est ça en fait, les grains et qui font ce côté caramélisé en fait, qu'on sent au nez. Je sais pas ce que tu en penses. On le sent au nez et je viens de la mettre en bouche. Et là, tu vois la signature West Coast IPA, c'est-à-dire une amertume. C'est pas une amertume de fou parce qu'on est allé très loin, mais une vraie amertume. Elle est vraiment amère. C'est pas une bière que les gens qui n'aiment pas le style, on va pas les rassurer avec cette bière-là. Vraiment pas. Tu trouves la violette? Ouais. Mais j'ai aussi une véritable amertume, tu vois, qui est très présente. Qui reste au fond de la langue. Exactement, qui reste au fond, là, sur la luette, sur les glandes salivaires. Et donc, c'est le type de bière, si tu ne connais pas le style, je crois pas que ça va t'encourager, parce que c'est vraiment la signature du style. Bon, mais c'est ce qu'on attendait d'eux. Hein. Je trouve que c'est le même style que la Torpedo, mais un petit peu plus ténu, un peu moins fort, parce que en plus floral, en plus floral, en moins caramélisé, en moins pâteux. Tu vois, parce que la Torpedo, il y a ce côté-là qui fait vraiment, qui te donne le goût à la fois de caramel et de résine de pain. Et qui te laisse sur le fond de la bouche une forme de lourdeur. Tu vois, les deux produits sont lourds, quoi, tu vois. Là, pas du tout, parce que il y a cette touche florale que j'ai sentie d'entrée et qui vraiment me plaît énormément, qui n'est pas sans rappeler, à moins réussi la Tour de Dale, tu vois. Mais c'est une bonne signature, une grande signature, ça encore. Je crois qu'ils se sont fait plaisir, là. C'est-à-dire que ça fait 40 ans qu'ils font ce type de bière, qui l'ont amené, qui ont lancé la mode, en fait. Et là, je crois qu'ils se sont fait plaisir pour marquer le coup, 40 ans. Et vraiment, ils ont fait, j'ai l'impression, j'ai envie de dire, ils ont distillé pour utiliser un mot, de spiritueux, qu'ils ont distillé un petit peu ce style et qu'ils ont extrait la substantifique moelle et vraiment, ils ont fait vraiment la West Coast IPA modèle. Et puis tu vois, effectivement, rétro-olfaction. Alors la rétro-olfaction, normalement, c'est ça dépend. Est-ce qu'on doit avoir tout dégluti ou est-ce qu'on doit encore avoir du liquide en bouche? Moi, souvent, je la fais après avoir dégluti, notamment avec le vin. Tu vois, c'est ce qui remonte. Là, je l'ai fait en même temps. C'est-à-dire, j'avais encore du liquide en bouche. J'ai fait la rétro-olfaction parce que je sentais effectivement un goût citronné qui se voudrait donc, c'est donc le Cascade qui amène ce goût de pamplemousse. Et là, j'ai senti plus citron que pamplemousse, mais il faut bien comprendre, citron un petit peu avec une structure de sirop Tesser, tu vois, vraiment le côté comme ça. Et après, effectivement, un zeste de citron. Moi, je l'identifie plus comme du citron, tu sais, un peu ce genre de citron sucré, tu vois, qu'un pomelo rosé, qui pourrait avoir ce goût-là, d'ailleurs, en définitive, qui a vraiment un goût de pamplemousse. En tout cas, je sens un goût d'agrumes, mais vraiment en rétro-olfaction, et qui est très zesté même, tu vois. Elle est très complexe. C'est le zeste d'agrumes qui introduit un petit peu, qui va avec l'amertume en fait, parce que un zeste d'agrumes c'est amer en même temps, c'est pas du tout sucré. Non, vraiment, je trouve que c'est une réussite. Si vous la trouvez quelque part, alors vous verrez sur le réseau, elle est l'étiquette est noire et or en fait, évidemment. Il y a marqué Limited Edition et il y a marqué 40 dessus en gros, 40. Vraiment, on vous la conseille. J'imagine que cette bière, en vieillissant, parce qu'elle doit pouvoir vieillir, peut-être 2-3 ans, en vieillissant, il me semble que cette bière doit rappeler certaines bières anglaises que j'adore, qui ont le goût de marmelade. C'est-à-dire que tu as ce côté zeste d'agrumes avec un côté marmelade, orange en définitive, tu vois, qui est évidemment de pain et de pain rôti, pain PAIN ce coup-ci. Hein. Ce qui fait que cette bière, je la vois bien évoluer en vieillissant. Tu vois, elle pourrait aller vers ce type de goût, en définitive, tu vois. Perdre peut-être de son amertume, je ne sais pas. Enfin, je la sens grandir comme ça. Perdre peut-être un peu de son amertume
et aller vers vraiment ces bières anglaises que j'adore, qui ont un goût de marmelade en définitive. Tu vois, Scotch Ale, un petit peu genre Scotch Ale, tout ça. Ouais, vraiment un goût de marmelade véritablement, parce que tous les éléments sont là. C'est-à-dire, elle est florale, elle est zestée, elle est goût de pain. J'ai pas envie de dire Brady. Goût de pain et amertume, mais une amertume qui est assez contrôlée, mais qui, bon, c'est très bien que ça pourrait être pire. Donc, il y a tous les éléments qui pourraient amener cette bière à vieillir de la sorte, sachant que les West Coast IPAs, lorsqu'elles sont, malheureusement aussi les New England parfois, mais lorsqu'elles vieillissent, elles perdent un petit peu de leur amertume. Tu vois, je vois des gens qui reçoivent ces types de bières en Angleterre, en Europe. Elles ont voyagé, elles sont parfois, et ça ressemble plus à quelque chose. Après, c'est comme on appelle ça les bières bourbon, tu vois, les choses comme ça, tu vois. C'est-à-dire, on perd en amertume, on peut gagner en fruits, mais en fruits confits, tu vois. Et des fois, c'est pas terrible. Hein. Moi, des fois, j'achète des IPA qui sont un peu trop vieilles, et c'est pas marqué dessus, et tu le sens tout de suite. La première gorgée, tu dis bon, celle-là, elle est trop vieille, et le houblon a tourné, en fait. Oui. C'est ça. C'est-à-dire que ça n'est même pas quelque chose qui peut être souhaitable. Je vais pas dire pourri, parce que pourri est un peu trop fort, mais il a tourné, quoi. Oui, c'est-à-dire que c'est très dommage. Tu perds tous ces éléments. Ça tourne sur quelque chose de sirupeux et de fermé, tu vois. Ça peut tourner. Mais celle-là, vu que c'est de la qualité, parce que ça dépend aussi quelle bière au départ vieillit, celle-là, bon, j'imagine qu'elle pourrait vieillir vers ce type de bière anglaise, tu vois, parce qu'elle est déjà au départ assez neutre. Qu'est-ce qui en fait la caractéristique de la West Coast? C'est cette amertume en fond de bouche, une amertume où on s'habitue, mais très rapidement. La première gorgée, on se dit, ah ouais, c'est old style. Et puis après, après ça passe, quoi. C'est vraiment... Elle est complexe. Il faudra d'ailleurs qu'un jour, on boive une West Coast IPA comme cette marque. J'ai assez peu d'affection pour eux, mais ça serait amusant que je puisse réétalonner mon palais. Cette bière, je crois qu'ils sont en Californie, qui font des West Coast avec une amertume Je parle de Stone. Voilà. Qui font une amertume de type 140, 8650 sur une barre de... Au passage, il y a un très bon documentaire sur la brasserie et le brasseur de Stone. Le documentaire documente, c'est le cas de le dire, l'ouverture, la création de la brasserie qu'ils ont ouvert à Berlin. Ouais, tu m'avais envoyé le lien, et c'est vraiment... C'est très intéressant. C'est passionnant. Je suis pas fan de leur bière, alors qu'ils ont ici un statut culte. Il y a des gens qui ne jurent que par cette brasserie, je dirais des gens qui maintenant ont peut-être 40 ans, et qui ont découvert les bières artisanales il y a 10-15 ans. Ils ne jurent que par cette brasserie. Je trouvais leur bière, mais vraiment avec une amertume vraiment à la limite du supportable. Alors je réfléchissais, je me suis dit pourquoi, même dans les West Coast, on a déjà bu, tu sais, une West Coast canadienne qui était beaucoup plus, qui était beaucoup plus équilibrée. Pourquoi, même eux, tu vois, même là, la bière que nous buvons, Sierra Nevada, n'a pas osé faire une West Coast avec une amertume folle, alors que c'est une série limitée, ils auraient pu se faire plaisir. J'y vois plusieurs raisons. C'est que la bière devient elle-même mainstream, comme on dit, en France désormais. Et ce goût d'amertume, c'est pas vraiment le goût préféré de la plupart des consommateurs. Et en plus, ils ont... Ça serait la première raison. La deuxième raison, c'est qu'on est allé assez loin dans le genre, tu vois, on est allé... Bon, après, c'est pas une compétition, c'est pas de l'haltérophilie, quoi. Hein. C'est pas, tiens, moi j'en ai fait une à 1000 IBU, ouais, moi je fais 10 000, tiens, bon, c'est pas... On n'est pas en train de comparer le piment d'Espelette avec celui de Jakarta, non, on joue pas à ça, quoi. Et la troisième raison aussi, alors là, bon, ça m'a amusé de penser à ça, c'est, tu sais, la libéralisation du cannabis. Maintenant, les gens peuvent, notamment en Californie et tout ça, aller vers le produit directement. Ils n'ont plus besoin de quelque chose qui leur rappelle le produit, tu vois, une sorte d'adjuvant. Parce que
pourquoi aussi il y avait cette très forte amertume derrière. Bon, déjà, ce sont le houblon et le cannabis, ce sont des plantes sœurs, tout ça. Enfin, c'est assez proche, quoi. Et pourquoi les gens sont allés vers ce type de bière? C'est parce qu'ils avaient déjà le palais apprêté avec le cannabis, et parfois pour eux, c'était même un moyen d'accompagner le cannabis, tu vois, comme un gars qui fume le cigare, qui a besoin d'un cognac, qui a besoin d'alcool fort, tu vois, qui va avec. C'était un petit peu ça allait un petit peu dans ce sens-là. Donc, peut-être comme toutes les choses se mettent en place, c'est plus nécessaire aujourd'hui de faire des bières qui t'arrachent le palais, quoi. Bah, c'est le mot américain, c'est dank, D-A-N-K. Ouais. C'est ce goût qu'on peut lier au cannabis et aux bières houblonnées comme ça. Ouais. C'est un mot qui était très à la mode, qui est encore très à la mode, parce que ça veut dire également un truc qui est super, qui est génial. Ça veut dire plein de choses, quand même. C'est une espèce de mot d'argot qui est rentré dans l'argot des comme tu dis, des trentenaires, quarantenaires en général californiens, où c'est un peu hipster, quoi. C'est cette espèce de concept dank. Ouais. C'est vrai que maintenant ça peut être utilisé comme un adjectif pour dire que quelque chose est cool. Radical, rad, tout ça fait partie de ces mots d'argot américains. Ouais. Alors là, tu vois, à la décoction, je dirais, ce que j'apprécie, c'est qu'elle est évolutive. Et là, je sens, et je viens d'avoir une gorgée, là, ça m'a enveloppé le dessus de la langue immédiatement. C'est ce que j'adore, c'est un goût de sureau. Ah. J'adore ça. Bon, on va baronise parce que là, depuis tout à l'heure, on philosophe et on analyse, on décortique, mais moi, c'est bon, je peux baronise avec toi. Moi, je vais mettre 16,5. Ah bon? Pas plus que ça? Ah non, pas plus que ça, mais 16,5, non. Non, parce que bon, évidemment, comparaison n'est pas raison. Mais si j'ai le choix entre ça et une Too Hard a Day, et pour la même sensation, tu vois, pour le même... elles sont très proches. Voilà, elles sont très proches. Pour le même univers, j'irai vers le Too Hard a Day. Maintenant, cette bière, je n'en boirai pas tous les jours, mais c'est représentatif du style. C'est plus évolué parce que c'est 40 ans après. Ce que j'adore, je me répète, c'est le goût floral, avec ce goût de sureau. Chaque fois que je le sens, je deviens dingue. Et je sais en plus les houblons qui peuvent contribuer à faire ce goût-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup, ce goût-là. Et voilà, c'est pas la bière. Je me lèverai pas tous les jours pour en boire, c'est ce que je veux dire. Mais dans le style, c'est parfait. C'est un classique réenregistré, voilà. Tiens, on parlera de ça tout à l'heure, les classiques réenregistrés. Voilà. Moi, je mettrais plus. Je suis Monsieur Plus. Moi, je mettrais au moins 17 parce que je trouve que dans ce style-là, ils ont vraiment. Peut-être, j'allais mettre 18 presque. Mais je vais un petit peu tempérer mon excitation. Je vais peut-être rester sur un 17 et peut-être même un 17,5, mais peut-être pas 18. Mais parce que c'est la substantifique moelle de la West Coast IPA dans toute sa splendeur. Oui. Si vous voulez vraiment découvrir, si vous connaissez pas les West Coast IPA et que vous tombez sur un pack de cette bière, eh ben ça va tout vous dire. Ça va vous montrer toutes les subtilités, tous les goûts qu'il peut y avoir dans ce style. Et moi, je la trouve délicieuse. Oui. C'est vrai que c'est pas une bière que je boirais tous les jours, mais tous les 2-3 jours, une fois par semaine, ouais. Une fois par semaine, ouais. Si vous avez le bonheur de la trouver en France, en Europe, achetez-la, bien évidemment, quoi. Achetez-la. Parce qu'elle est quand même, je sais pas ce que tu en penses, elle est quand même d'un niveau supérieur à la Sierra Nevada Pale Ale. Bah, ouais, bien sûr. C'est-à-dire que les potards sont un peu plus haut, quoi, dans le tout, quoi. Ouais. Sierra Nevada Pale Ale, c'est comme on l'a dit 20 fois, c'est un marchepied à l'IPA absolument extraordinaire. Elle reste vraiment, je pense 40 ans après, parce que c'est une des premières bières qu'ils ont faites. Oui. Sinon la première, ça reste la référence aux États-Unis en termes de craft beer. Les gens qui ont commencé avec la Sierra Nevada Pale Ale et qui ont goûté 500 000 autres bières, eh ben ils reviennent à la Sierra Nevada Pale Ale. C'est vraiment un classique, mais un classique comme un film. C'est-à-dire, c'est comme un film qui est assez vieux,
qui a été copié, qui a été remis au goût du jour, etc. Ouais. Le style. Et tu reviens à ce film-là et tu te dis ouais ben c'est l'essence quoi. On n'a Ouais. pas fait mieux depuis quoi. On peut dire que celle-là, c'est la version recolorisée, de la Remasterisée. Sierra- et remasterisée si on parle en termes de musique, effectivement, ouais, tu vois. Ouais. Voilà. Les vidéos peuvent être masterisées aussi. Voilà, tu vois, c'est bon, C'est la version 4K. voilà, si vous l'avez dans votre supermarché ou chez votre caviste, bon, n'hésitez absolument pas. Prenez-la de suite, quoi, voilà. Il faut aimer les IP en revanche. Attention. Voilà, mais si on veut connaître cette expérience, c'est incontournable. Ouais. Donc moi je dis 17 et je mets 17 et demi va. Ouais. Parce que qu'est-ce qu'on avait mis à la tour Hallelujah 18 peut-être Je sais je plus, pense. elle Hein. avait dû mettre 25 sur 20 peut-être. Donc c'est vrai, je te rejoins là-dessus, c'est que je lui mettrais peut-être un score un petit peu inférieur à la tour Hallelujah, mais pas énormément, peut-être un demi-point ou un point quoi. Ouais, C'est ouais. maximum. Ouais, ouais. Non, c'est vraiment là, on est dans un mouchoir de poche, hein, Oui, faut le non, dire. Hein. c'est la grosse classe. C'est-à-dire pour les gens, je vois souvent sur les réseaux des gens qui boivent de la Goose Island IPA. Bah c'est tout à fait ce style-là, mais moi je dirais que c'est supérieur évidemment. Ouais. Mais si vous aimez ce style-là et que vous trouvez Sierra Nevada, même Torpedo, si vous trouvez la Torpedo oui. en Europe et que vous aimez la Goose Island, etc., ce genre de bière. Vraiment, allez-y. Si vous aimez la Punk IPA de chez Brewdog et que vous trouvez une Torpedo, allez-y. Ça va vous plaire. C'est de là que ça vient, c'est l'origine. Voilà. Bien sûr. Absolument. Eh ben très bien. Ben ça conclut notre chapitre sur cette bière de la semaine qui est magnifique et je vous Oui. rappelle la Sierra Nevada Anniversary IPA 40 Years. Eh bien Stéphane, à moins que tu aies d'autres choses à dire, on peut passer sur le conseil de voyage. Conseil de voyage. Allons-y. Alors, conseil de voyage cette semaine, je crois que je vais t'apprendre quelque chose, Stéphane. Ah bon? Alors, est-ce que tu savais que dans le Montana, on peut conduire dès l'âge de 13 ans? Non, n'étant jamais allé dans le Montana. Eh bien, moi, ma belle-fille habite dans le Montana et je parlais avec son mari l'autre jour et il m'a appris ça, que dans le Montana, donc comme je viens de le lire, à partir de 13 ans, on peut conduire. C'est quand même incroyable. Alors, ça vient d'une règle qui permet aux enfants de 13 ans, à partir de 13 ans, de conduire des véhicules de la ferme. Eh oui. Évidemment, parce qu'il y a beaucoup, c'est un endroit qui est très rural. Alors, véhicule de la ferme inclut aussi un pick-up truck. Bien Et sûr. alors, oui, voilà. Et donc en fait, cette règle, quand même, c'est quand même dans un certain périmètre. Ils peuvent pas voyager jusqu'à l'État voisin en voiture. Il faut qu'il reste un certain périmètre. Je sais plus de combien de kilomètres, mais bon, ça doit pas être énorme. Mais ce qui inclut le village, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller à l'école. Ils peuvent se conduire à partir de l'âge de 13 ans à l'école. Et alors il paraît que tu vois ça tout le temps. Tu te balades dans le Montana et tu vois des gamins qui arrivent mais vraiment à peine au niveau du tableau de bord avec des immenses trucks, tu vois. C'est assez cocasse quoi, il paraît. Ouais. Voilà. Et pour continuer dans le Montana, pour rester dans le domaine de la bière, c'est la 2e place aux États-Unis pour le nombre de brasseries par habitant. Ils ont 68 brasseries dans le Montana. Ah, ça, Évidemment, bon. comme ils ont pas beaucoup d'habitants. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ils ont peu d'habitants, c'est peut-être plus d'ours que d'habitants, donc. Et il paraît qu'il y a une industrie de touristique de la bière. Il y a des gens qui viennent dans le Montana pour faire la tournée des brasseries. Alors il paraît qu'il est très possible qu'un jour je reçoive un colis avec de la bière du Montana et qu'on fasse ça dans un épisode. Ça serait sympa. Qu'est-ce que t'en penses? Ça serait intéressant qu'on y aille là-bas, qu'on s'y invite en force, tu vois. Et qu'on Ah dise, ben. Voilà, j'ai mon collègue Stéphane, il a 13 ans et il a envie d'apprendre à conduire les pick-up trucks. Il a 13 ans, mais il a des cheveux gris. Comment ça? C'est pas normal. Oui, non, mais c'est une maladie C'est qu'il une a. maladie, Il faut être, c'est voilà. voilà, il faut être sensible à la différence. Voilà. Il veut chasser l'ours sur passage protégé.
Tiens, est-ce que c'est légal de chasser l'ours? Ah, bah oui, je crois. Hein. Ah ben, s'il est pas sur le passage protégé, tu peux tout à fait l'écraser, ouais. Non, mais pour le manger, moi je parle. Je sais pas. Je sais que, bon, j'ai un collègue qui est québécois et il m'expliquait, nous, venant de France, on n'a pas tout à fait cette relation avec l'ours, puisque la dernière fois que j'ai vu un ours, bah, c'était peut-être dans un musée, tu vois. Je sais Ou pas. alors au cinéma. Au cinéma. Et il explique que ben, là où il vit, notamment les poubelles, les containers sont fermés avec des cadenas. avec des cadenas parce que ben, l'ours il ouvre la poubelle et il se sert. Et puis si tu lui dis non mais là tu te prends pour qui, il t'en envoie une, il t'arrache un bras. Donc bon voilà, il vaut mieux composer. Non, faut être très gentil avec les ours. Voilà, c'est des choses que bon, c'est pas le sud de la France, c'est avec les moustiques qu'on se bat, tu vois, c'est avec des choses comme ça, tu vois, avec des flamants roses à Camargue, oh, les flamants roses, qu'est-ce que j'ai pu me battre avec eux. Des ours moins. Ah, tu te prends une droite de flamant rose, Ouais, faut faire gaffe. ça te calme, ouais. On parlait du film L'ours, le film donc l'ourson qui est dans le film L'ours. Alors je ne sais pas quel âge il a maintenant, s'il est toujours en vie, mais à l'époque il y a une espèce de refuge dans les Pyrénées-Orientales, dans un village qui s'appelle Les Angles, dans lequel j'ai passé moult vacances en grandissant. Et ils ont une espèce de refuge un petit peu où les animaux sont en semi-liberté. Il y a des loups, etc. Et il y a l'ours qui était l'ourson dans le film L'ours. Alors, à l'époque, je ne sais pas quel âge il a, s'il est toujours en vie, s'il a chopé, je ne sais pas moi, une hépatite, je ne sais pas. Si des autographes aussi, s'il parle catalan. Cette bière nous emmène n'importe où. Alors, voilà, double effet de cette bière, c'est qu'elle nous emmène à parler des ours. C'était absolument pas prévu. Qui parle catalan. Qui parle catalan. Cette bière rend poète. Voilà, oui. Tiens, cette bière rend tellement poète qu'il est possible qu'on ajoute une nouvelle séquence dans l'émission bientôt. Je n'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus. Ce n'est peut-être pas dû à l'ours. Non. Très bien. Donc, dans le Montana, on peut conduire dès l'âge de 13 ans. Voilà. Si on voit pas au-dessus du tableau de bord, c'est pas grave, on peut conduire quand même. Et puis, donc, 68 brasseries dans l'État, deuxième État pour le nombre de brasseries par habitant. Et j'aimerais bien y aller traîner mes guêtres. Alors, évidemment, si vous avez déjà vu des photos du Montana, vous savez que c'est absolument à couper le souffle. C'est magnifique. Si vous imaginez les Pyrénées, les Alpes, mais alors puissance 10 000, quoi. Et puis les routes boisées, les montagnes, c'est magnifique. Et j'aimerais vraiment y aller. Donc je vais peut-être y aller un de ces quatre, ou en tout cas avoir de la bière du Montana pour la goûter dans l'émission. Ça pourrait être très sympathique. Voilà. Est-ce qu'on passe au coup de cœur, Stéphane, à moins que tu aies encore d'autres choses à dire sur les ours? Ouais, les gamins prépubères du Montana, T'as pas grand-chose à en dire? Ça suffit. Et en France, dès l'âge de 14 ans, on peut conduire des mobylettes aussi. Voilà, des 103 Sport, des 103. Et pas toi. Et voilà. Des chapis. Voilà, ouais, des chapis que ça a encore. Très bien, on va rester, c'est étonnant, dans le domaine de la bière, de mon coup de cœur. Je pensais n'avoir aucun coup de cœur cette semaine. Une semaine sans coup de cœur. C'est affreux. Et puis bon, finalement, oui. Je conseille à nos auditeurs d'aller sur univers-bière.net. C'est en français, évidemment. Il y a beaucoup d'informations et j'y suis allé pour les faux goûts et défauts de la bière. Et nous en parlions aujourd'hui. Et la différence avec ce site qui est très bien fait, il vous explique pourquoi ça c'est un goût faux. Quel est ce goût faux? Et moi, je vais l'illustrer en disant telle bière a ce goût pourri dont il parle. Alors, le premier, en haut de la liste, c'est la pomme verte. Si je te dis pomme verte, tu me dis quoi? Pardon, excusez-moi. Oh, punaise. La Coors Light. Oui, et encore. Bonne question. Je sais pas. Toi, qu'est-ce que t'en penses? La Bud Light. Je sais pas. Oui, mais je trouve que la Coors Light est encore plus pomme verte. Et puis la bière que nous bûmes jadis d'ACDC, Carlsberg, oui. Carlsberg avec un K, et pas avec un C comme la bière danoise. Et en fait, ça serait lié à des bières qui sont faites un peu rapidement. Tu vois, hop, allez, on dégage à la fermentation, allez, on s'en fout. Hein, hop. Et c'est assez caractéristique, en tout cas pour la Bud Light, la Coors Light, je ne sais pas, mais pour cette bière d'ACDC, je dis toujours cette bière d'ACDC,
cette bière blonde, c'était vraiment le cas, quoi. C'est du genre, ouais, bah, c'est pas grave, ça leur ira très bien. Ouais, c'est des harders, ouais, ils sont gentils. Ils ont les cheveux longs, ils aiment le hard rock, voilà, c'est pas ils aiment grave. le hard rock, allez, hop, on fait ça rapidement. On passe le bonjour à l'âge de bière qui aime le hard rock. Voilà, ben ne buvez pas ce genre de bière. Non. Non. Le deuxième, bon, il y a certains aspects que je considère qui ne sont pas des défauts, qui sont même parfois les caractéristiques de bière. Mais le deuxième, c'est le goût de gnôle, comme on dit en bon français, le goût d'alcool pourri qui se dit Fuse en allemand, je maîtrise l'allemand de plus en plus. Ça s'écrit, c'est dommage, c'est mieux quand ça s'écrit en allemand, ça s'écrit F-U-S-E-L. J'aurais préféré dire Fusel, c'est plus joli Fusel que Fuse. Oui, c'est joli. Que Fuse. Ben, là, on pense évidemment à la Mickey's, par exemple. Ah oui, tu vois, j'allais le dire, bien sûr. Lone Star Beer également, tu vois, des trucs comme ça où tu as un goût de gnôle, là, qui vient te plomber, là, au milieu de la bière. Tu te dis, mais qui c'est qui a versé la gnôle de l'Aveyron dans ce verre-là? Ensuite, il parle de goût de banane, mais parfois c'est voulu. Corse, ça fait partie de ça. De légumes cuits, nous en parlions. Rolling Rock, la Rolling Rock. Rolling Rock, je trouve que c'est une bière qu'il faut regarder au 3e degré. C'est-à-dire, tu t'arrêtes à la gas station, tu vas acheter les clopes les plus pourries et tu vas te boire une Rolling Rock. C'est-à-dire, tu vas vers le cancer, là. Tu vois, tu es le gars qui est en train de se détruire joyeusement, tu vois, hein, en rigolant encore. T'es dans un film, parce que dans les films, on voit des gens qui boivent de la Rolling Rock. C'est tout à fait ça. Des néons Rolling Rock. Une fois j'en ai goûté, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur, quoi? Le problème, c'est affreux. Le problème, c'est que le côté légumes cuits, moi, pouvait m'amuser parce qu'il y a un côté fumé, en plus. Quand tu l'ouvres, tu sais, en plus, c'est du chou cuisiné, tu vois, mais quand même, t'as un petit côté fumé. Et tu t'imagines ça avec des mauvaises clopes et compagnie. Donc effectivement, t'es dans un film, quoi. T'as le gars, et bon, on est vraiment dans un film, là. Mais le problème, c'est qu'ils ne maîtrisent même pas leur production, parce que un jour, je me suis dit, j'allais racheter comme ça, parce que j'en achetais de temps en temps, ça me faisait une bière qui me rendait hilar, qui me faisait marrer, moi. Je sais pas, ça me faisait rire. Et une fois, je l'ai acheté, j'ai dit, non, là, je peux pas boire ça. J'ai discuté avec un collègue, il s'est dit, lui, carrément, il s'est rendu malade, parce que bon, moi, j'ai senti le truc, j'ai dit, il maîtrise même pas le processus de fabrication. Ce qui fait que des fois, ça peut avoir ce goût complètement loufoque, hilarant de, oh, ma bière, elle a un goût de chou, d'accord? Mais des fois, non, des fois, elle te fait mal à la tête d'entrée, tu vois, au ventre, tu dis, non, je peux pas boire ça. Et bon, ça se trouve dans toutes les stations-service. Donc, vous comprenez, si ce jour-là, vous voulez pas essayer les petits champignons qui se fument, vous pouvez toujours tenter cette bière-là. Mais des fois, mais en plus, même le processus est raté, quoi. C'est une genre de bière qui me rendait hilar. Ensuite, il y a un goût qu'ils ont noté et que j'ai noté. Alors, tu vas voir comme c'est amusant, l'imagination travaille. Un goût de carton mouillé. Et si tu veux une bière qui a un goût de carton mouillé, j'en cite une. C'est la Beat Your Wife, la Stella Artois. La Stella Artois, pour moi, est caractéristique de ce goût, le carton mouillé. Alors, ils vous expliqueront pourquoi ça, ce goût-là. Et moi, je mettais ça sur la collerette. Tu sais, on met toujours ça sur l'emballage. Il y a une petite collerette autour, là, tu vois. Oui. Et moi, je pensais, je sais pas, tu sais, tu deviens poète parfois quand tu bois une bière. Mais touche pas la bière, cette collerette. Voilà, mais oui, mais si tu la bois à la bouteille, limite tes lèvres peuvent toucher, tu vois, le truc, tu vois. La poussière peut se déposer sur la collerette. Donc tu te fais tout un film. En fait, c'est à l'intérieur de la bouteille que ça se passe. Et ça, vraiment, la Beat Your Wife, c'est Alors, en plus, celle-là, elle a une bouteille. Je t'interromps, mais elle a une bouteille en verre vert. Ouais. VERT, donc c'est assez mauvais pour le houblon, l'oxydation, etc. Et ce qui est rigolo avec la Stella Artois, je vais faire une aparté, c'est que elle a une image de marque en Europe et aux États-Unis qui est complètement aux antipodes. C'est-à-dire qu'en Europe, évidemment, c'est une bière assez populaire, même dans le mauvais sens du terme, alors qu'aux États-Unis, ils essayent de la vendre comme c'est une bière de haut rang, importée d'Europe. Alors les pubs en général, c'est genre des gens dans la haute société qui boivent de la Stella Artois, c'est vraiment la bière prout-prout, alors que bon, en Europe, tu vas en Angleterre, c'est comme tu dis, Beat Your Wife. Beat Your Wife, c'est-à-dire qu'elle est tellement douce, tu en bois plusieurs, puis après, scène de ménage. Voilà, on n'en dira pas plus. Et alors tu dis ça à des Américains, je t'interromps, mais tu dis ça à des Américains, ils te croient pas, parce qu'elle est tellement marketée ici comme une bière d'exception qu'ils ne te croient pas. Et alors ici même, Stella Artois vend un cidre qui est absolument infect. Oui, je l'ai vu ce truc, je ne touche jamais à ça. Oh là là, c'est-à-dire qu'une fois j'en ai bu un parce que je jouais avec mon groupe dans un bar et elle était gratuite, si tu veux, on boit à l'œil quand on joue dans un bar.
Eh bien, ça peut être un conseil de voyage. Si vous voulez être musicien aux États-Unis, vous buvez à l'œil. Je l'ai prise vraiment pour. J'ai eu une époque de ma vie où j'aimais le cidre. Et alors j'en ai essayé X évidemment pour trouver celui que je préférais. J'ai essayé gratuitement dans un bar le cidre de Stella Artois, mais c'est infect. Mais je me suis dit bon, ils ont dû se louper. Ça doit être un batch, une cuvée qui a été vraiment loupée. Plusieurs mois après, j'ai dit bon, je vais réessayer. Infect. Alors si vous aimez le cidre, n'achetez jamais Stella Artois, c'est une horreur. En plus, elle n'est jamais très éloignée d'une autre bière qui est promue comme bière d'excellence, qui est la Corona. Et la Corona qui est dans un verre blanc. Elles sont jamais loin toutes les deux d'avoir un petit goût de putois, qui est également aussi un défaut caractéristique, tu vois. Sûr. On sait effectivement que le houblon, avec la lumière naturelle ou même artificielle des magasins, quand tu as une canette blanche comme ça, une bouteille blanche, eh bien, la bière après... a des goûts de putois, tout simplement, skunks, de poubelle, en fait. De poubelle, disons. Vous imaginez l'arrière d'un restaurant où vont se mélanger les épluchures de légumes avec des restants de viande. Ça donne de viande avariée. Ça donne un petit peu ce fumet-là, ce goût-là. Cette espèce de jus, qui s'amoncelle au fond des containers. Voilà, qui est absolument merveilleux avec une odeur sublime. Donc, ou Bourbon Street le dimanche matin. Voilà. Non, Bourbon Street, tout simplement. Quelqu'un a très bien noté, quelqu'un qui disait les villes ont une odeur. Cette personne disait que Londres avait l'odeur de graisse. Tu sais, la graisse du métro. C'est caractéristique. C'est vrai que à Londres, je sens toujours, quand j'y allais, je sentais toujours cette odeur-là. Et Bourbon Street, non, le gars, il dit ça, l'odeur de vomi. Voilà, tout simplement. Oui. Mais de vomi, baked, c'est-à-dire, oui, quand même un petit peu, quoi. Au soleil, quand même. Au soleil passe là aussi. Ça fait également partie des goûts qui décrivent, bon, je les ai pas tous notés, mais des goûts, effectivement. Il y a aussi des bières qui renvoient un goût. Alors, tu peux imaginer, c'est un défaut, là. Oui, c'est forcément un défaut. Un vomi d'enfant. Tu sais, quand il fait son petit rôle, voilà. Donc, tu peux imaginer si tu as ça au fond de ton verre. Dis-donc, tu nous parles des trucs super sympas aujourd'hui, Stéphane. Oui, là, on y va, là. On est très technique aujourd'hui. Alors, ce que je voudrais préciser, c'est que ce genre de défaut, il y a des gens, évidemment, ces bières sont encore à la vente, comme je le dis toujours, s'ils sont à la vente, c'est qu'il y a des gens qui en achètent. Il y a des gens qui s'habituent à ce goût et qui le recherchent. C'est-à-dire, il y a des gens, évidemment, que je vais apprendre à personne, qui boivent de la Corona. Évidemment, faut mettre un petit de lime dedans, du citron vert, ouais, d'accord. Ouais. Mais il y a des gens qui s'habituent à ce goût. J'ai des tas d'amis qui boivent de la Coors Light tous les jours. Ils ne boivent que de la Coors Light. Ça doit faire notre bassiste par exemple. Il a commencé au début des années 70 quand Coors Light est sorti. Et je crois qu'il n'a jamais bu autre chose que Coors Light depuis peut-être 45 ans. Ouais. Il y a des gens qui s'habituent à un goût ici et qui ne boivent qu'une seule bière. Moi, j'ai des gens, j'en parle tout le temps, qui ne boivent que de la Bud Light, qui ne boivent que de ceci, que de cela. Ouais, non, mais ça... Ce qui évidemment est d'une tristesse absolument horrible. Mais il y a des gens qui s'habituent à ce goût et qui le recherchent. Voilà. On a déjà vu, tu sais aussi, on en parlait, le goût fermier que moi j'adore. Pour certains, ça peut être un défaut, ça peut être une qualité. Dans les bières belges, c'est une qualité. Cette odeur de paille, cette odeur de foin, cette odeur également de sel de cheval, on dit souvent, tu vois, des choses comme ça. Dans certaines bières, c'est vraiment une qualité. Je trouve dans certains vins, c'est une qualité aussi. Bon, certains ne sont pas d'accord. Tu peux avoir des goûts d'encre. Enfin, tout ça, c'est également des goûts de caramel. Là aussi, tu vois, ça dépend comment c'est dosé. C'est-à-dire que si tu as l'odeur, une odeur que je déteste, c'est les pop-corn au micro-ondes. Quand tu rentres dans les salles de prof, souvent, nos collègues américains, ils adorent ça. Et quand je rentre dans une salle, quelle qu'elle soit, et que je sens cette odeur de pop-corn industriel passé au micro-ondes, tu vois, quand je sens ça dans une bière, pour moi, c'est vraiment pas un truc de qualité. C'est diacétyl, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. C'est vraiment ce qui donne. Bon, après, c'est culturel. Je comprends très bien que les Américains qui veulent manger du reblochon quand ils sentent l'odeur de pied, c'est peut-être pas. Donc là, il y a un truc culturel, donc. Après, c'est comme le root beer. Je te coupe, mais root beer, moi, j'ai goûté ça quand je suis arrivé aux États-Unis. Je connaissais pas avant. On en a pas en Europe. Je sais pas. Peut-être maintenant il y en a. C'est un peu à la mode. Je sais pas. J'en sais rien. Mais j'ai goûté root beer la première fois. Je me suis versé un verre. C'était au boulot.
dans la salle des profs, j'ai goûté, je me suis dit, waouh, c'est un goût de médicament. Exactement, j'allais y venir justement. Il peut y avoir aussi un autre défaut dans les bières, un goût médicamenteux. Et ça m'est arrivé. Alors j'en ai une. Je suis désolé, mais j'ai cette bière en tête. Il y avait Green Flash qui, je dis il y avait, alors que cette brasserie existe toujours. Elle a commencé en 2002 à San Diego, Californie. Elle faisait des bières, mais vraiment magnifiques, très chères, trop chères, genre plus de $10 le pack de 4, tu vois. Et ça pouvait monter à $13, $14. Ils sont arrivés trop tôt sur le marché louisianais, trop tôt sur le marché artisanal. Ils étaient là dès 2008, tu vois. Et ils faisaient des bières, notamment une qui s'appelait le Rayon Vert, hein, c'était en français dans le texte. Ah bon? Qui était, qui était absolument extraordinaire en goût de pomme, mais pas un goût de pomme bud, non. Un goût de pomme avec une touche caramélisée. C'était une bière évolutive. C'était une des premières bières artisanales américaines que j'ai goûtées en venant aux États-Unis. Et je trouvais justement qu'elle avait énormément de qualité parce qu'elle avait ce talent que peut avoir le vin qui est évolutif, tu vois. Bon, voilà. Et cette bière était totalement évolutive et je trouvais ça formidable. C'était des bières c'est toujours, parce que je sais pas pourquoi j'en parle au passé. Ce sont des bières avec souvent un fort degré d'alcool, 8 degrés, 7 degrés, tu vois. Il semblerait qu'ils soient passés au tout en canette maintenant, alors que c'était que des bouteilles à l'époque. Et ils avaient fait une collaboration avec Saint-Feuillien, brasserie belge, tu vois. Bien sûr. Et j'avais été très déçu par leur bière. Ah, tu en avais parlé quand on avait goûté la Saint-Feuillien, ouais. J'avais été très déçu et depuis, j'ai toujours ce regard. Tu sais, quand tu commences mal avec une brasserie, c'est dommage, mais t'es toujours, tu vois, t'es dans l'appréhension. T'as un a priori, ouais. Voilà. Et j'ai un a priori négatif, malheureusement, à cause de cette bière qui avait un goût trop médicamenteux. Véritablement, j'avais l'impression de boire un médicament, tu vois. Ça, c'est culturel, parce que la root beer, pour un Européen, en tout cas pour un Français, c'est complètement un médicament. Et, Ah oui. alors qu'aux États-Unis, évidemment, ils boivent ça depuis qu'ils sont enfants et ils trouvent ça normal, ils trouvent ça très bon. Root beer. À chaque fois que je dis que je n'aime pas root beer, les Américains me regardent en me disant, ah bon, t'es bizarre, toi. Je dis, mais je suis désolé, ça a le goût de médicament, quoi. C'est-à-dire, j'associe ça à, je ne sais pas, un médicament que j'ai dû prendre dans mon enfance, Bien genre sûr. un sirop. Tu sais, le genre sirop à la toux, Ouais, c'est ça, c'est sirop pour la exactement toux. ça. C'est exactement ça. C'est très désagréable. La première fois que j'en ai bu, c'était en 1990, dans le centre-ville de Nashville. Et j'ai essayé de couvrir le goût avec du chili con carne, tu vois. Parce que pourtant, tu vois, le chili con carne, c'est quand même assez balèze. Eh ben, j'arrivais pas à couvrir ce goût de root beer, effectivement. C'est la première fois que j'allais goûter. C'est carrément déroutant, mais je pense que les goûts ont évolué. Je crois que ma fille aime bien ce goût parce qu'elle a vécu ici aussi. Je crois que les goûts ont évolué. Et de médicamenteux, parfois, tu peux aussi avoir des goûts, ils disent carrément de plastique. Et il laisse de sparadrap. Et moi, j'identifierais ça. Bah là, une fois de plus, je vais citer une bière, la Blue Moon. Ah bah oui, j'allais dire ça. Voilà, qui a un goût de pneumatique pour moi. Absolument, tout à fait. Que j'ai l'impression de bouffer un pneu. Ouais, moi j'ai l'impression de mâcher un gant de vaisselle, moi, les gants Mappa. Voilà, tu sais. c'est ça, c'est un goût tout ça. Donc voilà, donc je vous conseille d'aller sur univers-bière.net et vous verrez tous les faux goûts et défauts de la bière. Surtout, ils vont vous expliquer pourquoi ces goûts sont faux, fake. Quoi. Je suis pas allé dans le détail, mais je vous ai donné des exemples de bières qui retypaient ces faux goûts. Quoi, voilà. C'est marrant parce que dans le livre que je suis en train de lire, qui s'appelle, je crois que ça s'appelle Tasting Beer de Randy Mosher, qui est vraiment une somme, qui est une sommité dans le monde de la zytologie, qui est un Américain. Il y a tout un chapitre là-dessus exactement avec chaque faux goût, chaque goût indésirable et d'où ça vient, de quelle réaction, de quel ingrédient, quelle réaction de quel ingrédient, etc. Et quel est le résultat. Et c'est cette espèce de comme tu dis, des faux goûts qui sont indésirables en général. Alors évidemment, on avait parlé de quand on avait fait la bière Brett. Certains pensent que c'est indésirable et évidemment c'est recherché dans certaines bières belges, donc c'est un petit peu relatif, mais enfin universellement quand même de la bière qui a le goût de carton mouillé. Je me demande à qui ça peut plaire, mais bon. Voilà. Et puis parfois, une fois, comme je disais, il y avait une bière qui avait un trait c'est pareil, musty, de pisse de chat. Ça allait très bien dans cette bière-là. C'est-à-dire qu'il faut pas que ça soit, j'imagine, trop en avant et il faut que ça aille avec le reste. Ça fait partie d'un tout, quoi. Voilà. Oui.
Quand on le sort tout seul comme ça et qu'on dit que la bière a un goût de pisse de chat, évidemment, c'est ça a l'air affreux. Mais dans son contexte et de qualité un petit peu ténue, qui ne ressort pas, qui ne jaillit pas comme ça, ça peut être sympathique. Voilà. Donc conseil, laissez vos chats tranquilles. Si vous avez ne laissez pas pisser dans votre bière. Voilà, si vous avez une bière insipide, ça va pas aider, quoi. Non. Ok, c'était un très joli coup de cœur. Le mien, c'est un film. Je vais complètement changer de sujet. C'est un film de 2019 qui est sorti donc évidemment l'année dernière, qui est assez récent, du cinéaste anglais Danny Boyle. Est-ce que tu connais Danny Boyle, Stéphane? Ça me dit quelque chose, oui. Je suis pas celui qui a fait cinéphile. Trainspotting dans les années 90, évidemment, que tout le monde connaît. Trainspotting, Slumdog Millionaire, etc. Je vais pas faire sa filmographie, mais il a fait beaucoup de films qui ont été assez célèbres. Et le film dont je vais vous parler aujourd'hui, très rapidement, pour pas vous le divulgacher, mais s'appelle Yesterday. Et c'est l'histoire d'un... en fait, c'est un homme qui est un Anglais, ça se passe en Angleterre. Il est instituteur et à côté de son travail normal, il joue de la musique, il écrit des chansons. Alors il essaye de faire un petit peu développer sa carrière, mais ça marche pas. Il joue dans des bars avec devant 3 personnes et puis sa manager... ils sont super contents parce que il va dans un festival en Angleterre. En fait, il est dans une tente où il y a une personne qui l'écoute. Enfin voilà, tout ça pour dire qu'il vivote, il vive pas de sa musique. Et puis il se passe quelque chose. Alors je vais pas beaucoup vous divulgacher, je vais juste vous donner la prémisse, comme on dit maintenant en bon français. Il y a un événement planétaire qui arrive et il se réveille un matin et il réalise qu'il s'est réveillé dans un monde dans lequel les Beatles n'ont jamais existé. Oh. Alors c'est-à-dire qu'il a un accident, il se fait renverser par un bus de ville et donc il va à l'hôpital. Le lendemain il se réveille, il y a son manager qui est une amie et donc il y a aussi une intrigue un petit peu de romance entre deux. Je vous divulgage pas ça. Et le lendemain, donc, elle va le voir à l'hôpital et avant qu'elle s'en aille, il lui dit, hope you still feed me, hope you still need me when I'm 64. Donc, évidemment, la chanson des Beatles. Elle se retourne et elle dit, oui, bien sûr. Elle dit, mais 64 ans, c'est random comme chiffre. Ouais, bon. Et puis lui, il fait un peu une grimace du genre de dire, ouais, elle a pas dû comprendre que c'était les Beatles. Bon, c'est pas grave. Le lendemain, il lui offre une guitare. Parce que sa guitare, évidemment, dans l'accident est cassée. Il lui offre une très jolie Gibson, une acoustique, et commence à jouer. Le premier morceau qui lui vient en tête de jouer, c'est Yesterday des Beatles. Mm-hmm. Et à la fin, il chante le premier vers et le refrain. Et il y a ses amis ils sont autour de lui qui disent oh, mais elle est magnifique cette chanson. Mais quand est-ce que tu l'as écrite? Mais je me souviens pas que t'as écrit cette chanson. Puis il les regarde en disant mais non, les gars, c'est une chanson de Paul McCartney. Et ils disent qui? Il dit Paul McCartney, les Beatles, quoi. Et arrêtez de me charrier. Mais ils disent les quoi? Et là, tout d'un coup, il a une espèce de réalisation. Il court chez lui, il arrive sur Google. Il va sur Beatles et il n'a que des images de scarabées sur Beatles sur Google Images. Et à partir de ce moment-là, je vous en dis pas plus, c'est le début du film. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire de ce pouvoir en fait, à être le seul à connaître les Beatles? Eh ben je vous laisse découvrir. C'est un très bon film, 2019, film de Danny Boyle qui s'appelle tout simplement Yesterday. Voilà. Ouais, en même temps, c'est un reportage vérité. C'est un gars qui est allé en Corée du Nord et qui... Et voilà. Ah oui, ça pourrait, oui, voilà, exactement, oui, c'est vrai. C'est tout simple. En parlant de Corée du Nord et de Corée du Sud, j'étais invité dans le podcast Gambé, qui fait partie de notre label Podcut, et on a parlé pendant un très long moment. C'était vraiment une discussion très intéressante avec les 2 animateurs de Gambé. On a parlé du film de Bong Joon-ho. J'espère que je ne massacre pas son nom, mais bon, à mon avis, oui. Parasite, qui a eu évidemment la palme d'or à Cannes, mais en tout cas, il a eu l'Oscar du meilleur film. Et on parle de ce film en long, en large et en travers, et on parle d'autres choses à la fin, des recommandations. Je vous conseille d'aller écouter cet épisode de Gambé, qui à l'heure où le podcast que vous écoutez en ce moment, à l'heure où vous l'écoutez, l'épisode de Gambé sera déjà sorti. Je pense, j'espère. Donc allez voir sur Gambé, on parle de Parasite, et puis voilà. À mon avis, ça serait bien de voir le film en amont.
Sinon, vous écoutez le début puis vous interrompez le podcast parce que évidemment, on divulgage à bras raccourcis. Mais voilà, Gombe. J'étais très honoré, très content de faire partie de cet épisode et apparemment c'est la première, mais pas la dernière fois. On va peut-être faire d'autres épisodes sur d'autres films de ce réalisateur sud-coréen ou coréen tout simplement. Stéphane, est-ce qu'on peut conclure cette séquence coup de cœur? Oui. Est-ce qu'on peut passer sur l'épisode de Sampé parce qu'on a parlé d'ours, on a parlé de je ne sais pas moi, de New Bourbon Street, on a parlé de tas de choses, de bière pourrie. On n'a pas parlé de San Pellegrino encore dans cet épisode. Oui, au San Pellegrino, par contre, point n'est besoin d'avoir un permis puisqu'il n'y a plus de véhicules. Non, c'est complètement superflu maintenant. Absolument. Le permis de conduire, ça ne sert plus à rien. Ouais, c'est bon. Eh bien, l'épisode Sampé. San Pellegrino, qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. San Pellegrino, je ne sais pas, je vais comme un bateau ivre en portant mes souvenirs. En ces temps incertains, le San Pellegrino s'adapte. L'épreuve du baccalauréat de français se limitera à une épreuve orale via Skype. Oui, bonjour, vous êtes le candidat 777. Est-ce que je peux voir vos papiers d'identité, s'il vous plaît? Voilà, c'est bon. Très bien, alors vous savez comment va se dérouler l'épreuve. Vous avez le choix entre 4 numéros allant de 1 à 4. Alors je vous laisse choisir votre numéro. 4. 4, eh bien il s'agit de Rousseau. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire de Rousseau? Ah, Rousseau, il aimait les sauvages, les ethniques défavorisés par le sort injuste de la vie et la nature. Il a peigné avec son pinceau, comme disait la compagnie créole, là. Je crains que vous le confondiez avec le douanier, Rousseau. Mais il était douanier, ce bâtard. C'est que des bâtards, les douaniers. Écoute, vous n'espérez pas avoir la moyenne avec ce type de commentaires. J'ai besoin d'un 7 sur 20, si tu me le donnes pas, je sais où t'habites. Comme dans les tableaux du douanier Rousseau, y a des perroquets bleus qui boivent du lait de coco. Comme dans les tableaux du douanier Rousseau. San Pellegrino, qui me dira pourquoi. Voilà, c'était l'épisode de San Pellegrino. Alors Stéphane, nouvelle séquence dans l'émission, c'est toi qui en as eu l'idée. Eh oui. On va écouter tout d'abord le jingle, et puis le nouveau jingle, et puis eh bien on va vous expliquer en quoi consiste cette nouvelle séquence, juste après. Jingle. Dis tonton, tu nous joues quel vinyle ce soir? Et voilà, alors qu'est-ce qu'on écoute, tonton Stéphane, ce soir? Explique-nous un petit peu cette nouvelle séquence. D'ailleurs, je voudrais, avant d'en parler, je voudrais remercier le petit Melville, l'adorable petit garçon que vous venez d'entendre, et Thomas Crayon, son papa, pour vraiment s'être prêté très gentiment à cette requête et à ce jingle. Alors Stéphane, d'où vient cette séquence et de quoi va-t-on parler? On imagine que ça va être hebdomadaire, hein, ça va maintenant être une séquence normale et répétitive dans l'émission. Vas-y, explique un petit peu. Mais c'est-à-dire que nous avons voyagé physiquement, évidemment, nous vivons aux États-Unis maintenant, nous venons d'Europe, mais nous avons également voyagé dans le temps, c'est-à-dire qu'on s'intéressait à la culture américaine et parfois il nous arrive que on connaisse des artistes qui sont totalement oubliés des Américains et qui sont connus en Europe. Donc on a fait également ce cheminement, ce voyage spatio-temporel. Oh. Et voilà. Et donc c'était l'occasion d'en parler parce que parfois il y a des choses qui sont très amusantes parce que nous on est un petit peu au milieu de l'Atlantique, on est au milieu du pont entre la France et les États-Unis. Mmh. On a un pied dans chaque, ouais. Un pied dans chaque. Et aujourd'hui c'est également c'est rendre hommage à les artistes américains qui nous ont constitués et qui sont parfois connus, et parfois pas du tout connus, puis parfois reconnus, et puis parfois méconnus. Voilà, c'est assez amusant parce que bon, on assiste à ça.
Et donc on tenait à témoigner de ça, de ce voyage dans le temps. C'est la malle à vinyle de Binous USA, des tontons d'Amérique. D'ailleurs, cette séquence s'appellera Tontons d'Amérique, c'est Les ça? tontons d'Amérique. Tontons d'Amérique. Évidemment, nous avons été surnommés de la sorte par Eh bien, par Pomme. Pomme. Donc voilà. Et d'ailleurs, Fanny a beaucoup apprécié dans un épisode précédent quand on avait parlé d'Eddie Cochran. C'est Ouais. un artiste qu'elle ne connaissait pas. Elle avait entendu Jane Birkin en parler dans une de ses chansons. Et elle se demandait toujours de qui c'était. Eh bien maintenant, elle a découvert cet artiste. Et donc, justement, cette séquence un petit peu toutes les semaines, on va essayer de vous faire découvrir des artistes un petit peu méconnus, Voilà. mais qui valent vraiment le coup d'être un petit peu remis sur le devant de la scène. On va faire un petit peu comme on faisait au début de l'émission, c'est-à-dire une semaine chaque. Alors cette semaine, c'est toi, Stéphane, qui nous amène un artiste, qui est d'ailleurs, c'est rigolo parce que c'est toi qui l'as proposé, mais c'est un de mes morceaux de rockabilly préférés. Si on exclut Elvis Presley et les sessions Sun, c'est peut-être mon morceau de rockabilly préféré. Je suis très content que tu amènes ce morceau et cet artiste sur le devant de la scène cette semaine. Et en plus, c'est un Louisianais. Et voilà, ça je le savais. Je savais que tu appréciais cet artiste. Et c'est un Louisianais. C'est évidemment, c'est rendre hommage à ces artistes qui ont composé la musique américaine et qui sont de Louisiane. Ce qui était très intéressant, c'est de voir ce qu'ils sont devenus. Alors aujourd'hui, nous allons commencer par, de son vrai nom, Joseph Cher-Ami Clairbonne. Ou si tu préfères, Joe Clay. Oui, c'était plus tendance. Voilà, Joe Clay, oui, comme en France, Hervé Fournieri et Dick Rivers, Philippe Schmitt, Johnny Hallyday, Claude Lemoine, Eddie Mitchell. Eh bien, en Louisiane aussi, peut-être, qui complexaient par rapport au nom de famille, donc ils Bien sûr. américanisaient leur nom, Joe Clay. Joël Saunier, pareil, il y a des artistes, d'ailleurs, je te coupe, mais il y a des artistes, je ne sais plus qui c'était, des artistes louisianais à qui on a dit, eh bien, on va vous amener à Nashville, on va vous faire, vous avez tellement de talent, on va vous amener à Nashville et faire des stars, mais il faut vous changer votre nom cajun, ça va pas le faire au niveau marketing, et qui ont refusé et qui ont laissé tomber complètement, ils ont refusé une carrière parce qu'ils n'ont pas voulu changer leur nom. Voilà. Oui, oui. Alors que c'est absolument ridicule, ils avaient raison, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, notamment dans les années 50, qui avaient des noms d'origine hollandaise, allemande, qui étaient parfois imprononçables, et bon, et ont conservé leur nom. Alors Joe Clay, c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui est arrivé assez tôt dans cette scène rock'n'roll, car dès 1955, il joue de la musique, c'est tôt. Presley, rappelons que Presley, pour That's Right Mama, est rentré en studio en septembre 1954. Donc on est vraiment, c'est très tôt, c'est un, il est un petit peu un touche à tout, c'est-à-dire qu'il est batteur. C'est un batteur d'abord, ce qu'on sait peu, et c'est également un guitariste. Et évidemment, il est pris par cette fièvre qu'est le rock'n'roll. Et son succès local, là, bon, on a dit qu'il était de Louisiane, mais il est très exactement, il est né à Gretna. Gretna, c'est West Bank, c'est juste en face de la Nouvelle-Orléans. C'est à combien de chez nous? 50 km d'ici, à peine. Ouais, c'est avant d'arriver à Nouvelle-Orléans, en fait. Voilà. Ma femme a habité à la West Bank quand elle était enfant, quand elle était gamine. C'est un endroit c'est un endroit. Si vous voulez, ici, là où on habite nous, c'est très cajun. Là-bas, c'est pas tout à fait cajun, mais ils sont absolument fans de musique. Évidemment, ils sont près de la Nouvelle-Orléans, mais ils sont absolument, la West Bank de la Nouvelle-Orléans, ils sont absolument fanatiques de musique et de musique live. C'est-à-dire que mon beau-père me raconte souvent que dans les années 50-60, il y habitait. Il y avait des bars, une tripotée de bars où tous les week-ends il y avait des groupes. C'était bourré à craquer, des gens qui allaient le vendredi soir, le samedi soir, boire et danser. C'était une scène musicale qui était ultra vivace. Il a même vu Fats Domino dans un de ses clubs, le West Bank. C'est vraiment un endroit à la Nouvelle-Orléans qui est à l'extérieur, mais qui est ultra marqué par la musique. Cet endroit-là, ils sont vraiment ultra fans de musique. Et c'est vraiment un endroit super, apparemment, à l'époque. Maintenant, j'imagine que c'est un peu moins le cas, mais mon beau-père me raconte des histoires d'anciens combattants des honky-tonk de la West Bank à New Orleans. Vraiment, on a envie de prendre sa DeLorean et Voilà. et de repartir dans le passé. Donc, il est de Gretna. Eh bien, voilà, et donc c'est très intéressant ce que tu dis de parler de Fats Domino, parce que lui, quand il a entendu le shuffle, le rythme de la batterie de Fats Domino, il s'est dit, voilà, je veux jouer ça. Et donc il a amené ce rythme-là à la musique hillbilly, qui était vraiment la musique country,
des Appalaches, vraiment assez proche. Bluegrass et tout ça. Exactement, assez proche du bluegrass. Et donc, il a amené ce rythme. Donc, il faisait comme Elvis. Il faisait du rockabilly. Ça vient de la hillbilly rock, tout simplement. Ouais. Donc, il a amené ce rythme-là. Et justement, tu parlais de tous ces bars et honky-tonk qui commençaient à se tailler une sérieuse réputation, le gamin. Ce qui fait qu'il est allé jouer au Louisiana Hayride de Shreveport. Alors, si vous voyez une carte, Shreveport, c'est tout à fait au nord de la Louisiane, à côté du Texas, en face Dallas, en face l'Arkansas. C'est vraiment tout à fait au nord. Et ils avaient une célèbre émission de radio où un petit Elvis Presley, évidemment, faisait ses gammes lui aussi. Ce qui fait qu'il a joué plusieurs fois avec Elvis. Et même lorsqu'Elvis est venu en 1956 à la Nouvelle-Orléans, qui c'est qui était à la batterie parfois? Eh bien, c'était Clairbone. DJ. Voilà, c'était Clairbone. Ah non, c'était Joe Clay. Eh oui, c'était Clairbone, Joseph Cher-Ami, parce que DJ n'était pas là des fois, donc et c'est lui qui le remplaçait à Je main savais même levée. pas ça. À main levée. Donc, tu vois, c'est un truc de dingue. Et pour avoir discuté avec un gars qui connaissait bien Presley, excusez-moi, je connais des gens vraiment bien placés. Excusez-moi. Il Pardon. me disait que Presley était abordable jusqu'à 1956. C'est-à-dire que tu pouvais lui parler, c'était un gars normal, tout ça. Et après, quand il a commencé à signer pour RCA, ben là, c'est là où toute la mafia, qu'on appelle la mafia de Memphis, mais là, c'est là où il a commencé à être protégé, à vivre dans une bulle, dans un cocon, devenir une superstar internationale, bon, déjà une superstar américaine. Et que là, après, tu pouvais plus l'approcher, quoi. Enfin, ou alors l'approcher pour lui dire, j'aime bien ce que vous faites, est-ce que vous pouvez signer un autographe? Tu pouvais plus parler, comme tu aurais parlé à un autre gamin de ton âge, du Là, même âge, tu vois. Tu parles d'Elvis en 56 à Nouvelle-Orléans. Il y a quelqu'un de ma belle famille, je ne sais plus qui c'est, je crois que c'est une tante de ma femme, qui a vu Elvis à Pontchartrain Beach en 56. Ouais, mais Et c'est- je crois qu'il y a une photo de Time Magazine d'Elvis Presley en 56, donc à Nouvelle-Orléans. Et elle est sur la photo dans les premiers rangs, je crois. Mais Ça, si tu vois, si tu vois le batteur, c'est très certainement Clairbone Joseph Cher-Ami, parce que justement, il parle de cette expérience-là. Alors c'est Claiborne ou Clairbone? C'est Ça Claiborne. s'écrit- ça s'écrit Clairbone. Ah oui, non, ça s'écrit Clairbone. Ok, c'est pas Claiborne comme la rue Non, non, non. Nouvelle-Orléans. Ok. Et bon, Joe Clay. Et puis bon, donc, il a quand même son petit succès. Il enregistre en 1956 ce que nous entendons en fond sonore, Ducktail, Don't Mess With My Ducktail, et face B, 16 Chicks. La Ducktail, c'est pour faire simple. Bon, à l'avant, vous avez la banane, comme on dit en France, la pompadour, et à l'arrière, c'est le cul de canard. C'est-à-dire qu'on rabat les cheveux pour que ça ressemble à un cul de canard, quoi, tout simplement. Sur la nuque, il y a une espèce au milieu de la nuque, il y a ça avait une espèce de ligne de démarcation et les cheveux des deux côtés sont rabattus vers cette ligne qui est Voilà. au milieu de la nuque. Alors, j'arrive parfois à le faire. Là, mes cheveux sont bien longs et j'arrive parfois à le faire, mais tout dépend le produit que j'utilise. Moi, il faut que ce soit... Il y en a qui arrivent à le faire avec des produits brillants, la gomina, véritablement. Moi, c'est un truc un peu plus solide que ça, mais j'arrive à le faire également. Alors là, en 1955, tu étais un voyou quand c'est pas tant la pompadour qui était héritée de Tony Curtis, d'ailleurs, la pompadour. Je sais pas si tu savais que la banane, c'est Tony Curtis qui l'a... Je crois qu'Elvis était fan de Tony Curtis. Ouais. Bien sûr, ils étaient tous fans de Tony Curtis, qui a popularisé cette coupe de cheveux. Et à l'arrière, donc pour accompagner ça, donc il y a la Ducktail. Et là, vraiment, tu étais marqué voyou à l'époque. Donc lui, il a fait une chanson parce qu'il était carrément dans l'air du temps. C'était un ado, il était dans l'air du temps. Il a fait une chanson qui a vraiment eu son petit succès local. Et ça lui a valu d'être invité au Ed Sullivan Show. Ah, carrément. Ed Sullivan Show. Et avant Presley. Et le problème, c'est quand il est arrivé, il a commencé à chanter sa chanson, là, tu vois, à bouger dans tous les sens. Le producteur de l'émission a dit non, là, tu te calmes. Non, tu fais pas ça ici. Non, ici, on joue pas de comment tu appelles ça? Non, on joue pas de rockabilly. Non, je sais pas comment tu appelles ça, mais on ne joue pas. Et donc, il a fait une reprise, alors j'aimerais voir le document, une reprise des Platters, Only You. Oh non. Ah, déjà, tu vois, c'est perché Only You au niveau vocal. Je sais pas je sais pas ce qu'il a pu en faire au niveau vocal, tu vois. Ils lui ont fait reprendre ce morceau Only You. Bon, après, sa carrière est partie gentiment en capilotade, hein. Ça arrivait souvent que, bon, ils ont fait un 45 tours qui fonctionne au niveau local et puis il y a plus rien véritablement qui se passe. Donc, il a continué à jouer dans les bars, comme tu dis, à Gretna, mais ce qui est très amusant,
Il a abandonné d'ailleurs ce nom de Joe Clay dans les années 60, tu vois, pour jouer sous son vrai nom, tout simplement. Et ce qui est amusant, c'est que le gars, pendant 15 ans, mais il a été conducteur de bus pour la paroisse Jefferson, c'est-à-dire qu'il a mené les middle school et les high school, je crois plutôt les high school, tu vois, à l'école, quoi, tout simplement. Il faisait chauffeur de school bus, ouais. Voilà, monsieur scolaire. Voilà, monsieur Joseph Cherami conduisait le bus et voilà, et bon, tout le monde, personne savait qu'il avait été invité à la télévision, qu'il avait accompagné Presley. Et mais ce qui est amusant, c'est qu'en Europe, à partir des années 70 et particulièrement dans les années 80, il y a une nouvelle génération. Dans les années 80, les rockabillys qui s'habillaient vraiment comme il y a toujours cette génération-là, bien évidemment, il y a toujours les gens qui apprécient ce style. Mais vraiment, ce rockabilly, je parle pas des Teddy Boys, je parle vraiment des rockabillys, c'est vraiment 1979, tu vois, bon. Les gens qui commencent à s'habiller et à se coiffer comme les Hepcats, les adolescents américains des années 50. C'est-à-dire, tu vois, ces coupes en brosse, coupes courtes, pantalons larges, tu vois, vraiment habillé style années 50 et à poursuivre ce qui avait déjà été commencé dans les années 70, à poursuivre la redécouverte de ce style musical. Alors, on a bien vite compris qu'il n'y avait pas que les enregistrements de Presley qui étaient rockabilly, qu'il y avait plein d'autres artistes locaux qui avaient enregistré. Et c'est ainsi que ce 45 tours DuckTales 16 Chicks sur la face B ont été redécouverts par les amoureux de ce style de musique et que Joe Clay a recommencé à exister. Ce qui fait qu'un jour, on l'appelle en 1986, on lui dit, mais tu sais, ton morceau, il y a des fans qui connaissent et tout ça. Il dit, ah bon, compagnie. La presse locale, comprend à la Nouvelle-Orléans, commence à se mêler de ça. Lui, il part jouer au Hemsby Festival en 1986 devant un public. Bon, on va pas se la jouer, le rockabilly reste quand même une musique underground. Ici, il a joué devant 1000 personnes, c'est le maximum, et 1000 personnes dont facilement 300 personnes connaissaient les paroles de ses chansons. Et il a dit, j'avais jamais pris l'avion. Il est arrivé là-bas, il y avait que des bagnoles 50s, tu vois, des bagnoles années 50. Les gens étaient habillés comme en 1957. Il était là, mais pendant 2-3 minutes, je me suis cru revenir aux années 50. Pour lui, c'était un choc total, tu vois, c'était un choc total. Et quand il a vu que les gens connaissaient ses morceaux, il était complètement ébahi, tu vois, il s'est dit, mais c'est incroyable. Et à partir de là, donc étant reconnu en Europe, il a eu une deuxième reconnaissance dans d'autres pays comme le Japon, qui suit très souvent, tu vois. Et là, tu le vois également jouer en 2014 à Las Vegas, où il y a un grand festival de rockab. Alors tu vois, le gars, il a 75 ans, il saute partout, il saute dans la foule, tu vois, il est en pleine bourre. Et, tu vois, mais malheureusement, bon, il est décédé en 2016. Et il y a un reportage qui est sur YouTube, qui est, de toute façon, dès qu'on tape son nom, le reportage apparaît, qui est fait par les médias locaux louisianais de Gretna, la Nouvelle-Orléans, et qui parle de cette histoire incroyable de ce gars qui, à un moment donné, conduisait les bus, quoi. C'est incroyable, ça. Il a joué pour le festival Ponderosa Stomp, qui est un festival qui remet un petit peu, qui fait des concerts chaque année, je pense, avec des gens qui ont eu des petits hits comme ça dans les années 50, 60, et qui les remet en concert. Il y avait par exemple, comment s'appelle le morceau Suzy Q, tu sais. Ronnie Hawkins. Ronnie Hawkins, qui a joué avec James Burton, qui était le guitariste qui devait avoir 13 ans à l'époque. Eh bien, ils les ont remis sur scène ensemble, c'était la première fois. Ils ont reformé les Flaming Groovies, pour les gens qui connaissent les Flaming Groovies, avec Roy, je sais plus comment il s'appelait le chanteur. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est un festival qui se passe tous les ans. Alors moi je l'ai vu une fois à Austin et puis les fois d'après c'était à Nouvelle-Orléans. Et Joe Clay a fait partie de ce festival il y a quelques années. Ça doit être l'année avant sa mort. Je l'ai loupé à l'époque et c'est dommage parce qu'il est mort juste après. Mais voilà, on voulait remettre cet artiste un petit peu dans le devant de la scène, mettre un petit coup de projecteur à Joe Clay. Moi c'est un morceau que j'ai découvert sur une compilation, un coffret de vieux 45 tours de rockabilly. Et j'ai complètement flashé sur ce morceau. C'est peut-être un de mes morceaux, c'est peut-être mon morceau de rockabilly préféré. Très bien, Stéphane, c'était une belle histoire. Joe Clay. Et en plus, c'est louisianais. On reste en Louisiane. Voilà. En parlant de Louisiane, est-ce qu'on passerait pas à l'expression cajun? Ah bah si, à y être. Ah bah allons-y. Allez, c'est parti.
Alors l'expression cajun, Stéphane, j'espère que j'en ai pas encore parlé. Tu vas sûrement voir de quoi je veux parler. C'est un racacha. Un racacha, je sais pas si Est-ce que j'ai déjà parlé d'un racacha? Ah, je sais pas, tu m'en as parlé en tout cas. Un racacha, eh bien un racacha, c'est une plante qui produit des espèces de petites boules avec des piquants autour, qu'ils appellent aussi piquants en cajun, et qui s'accrochent à tout. Alors si tu te balades un petit peu dans les champs ou dans les chemins de campagne, tu peux en avoir quand tu rentres chez toi sur tes chaussettes, sur les chaussures, les poils de chien. Mon chien chope toujours. C'est des espèces de petites boules avec des piquants qui s'accrochent à tout, et ça s'appelle un racacha. Voilà. Est-ce qu'on passe à la pub? Oui, quand même. Oui, oui. Quand même. Une nouvelle thérapie expérimentale. Un traitement révolutionnaire de la maladie Gilles de la Tourette proposé par le docteur Didier Relout. Il traiterait ses patients en utilisant la géographie générale de la France. Pour en savoir plus, connectez-vous sur podcut.studio et pour aider la recherche, rendez-vous sur patreon.com/podcut. Terroir, biterroir. Piterroir. Tauroux, Châteauroux. Châteauroux. Con. Carnot, Concarneau. Concarneau. Puteaux, Hauts-de-Seine, Île-de-France. Puteaux. Ah, vous progressez tous les jours, c'est vraiment formidable. Bravo. Voilà, eh bien Stéphane, un épisode fleuve parce qu'on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de bière, on a parlé de musique, on a parlé même d'ours. On a parlé de tas de trucs. On voulait, avant de se quitter, passer un bonjour à nos auditeurs qui habitent au Mexique. Ça fait partie de bien de notre audience sur la géolocalisation. Si vous êtes au Mexique, eh bien, il paraît. Alors Stéphane, je vais pas te l'apprendre. Il y a une scène craft maintenant au Mexique qui est en train de se développer. Qu'apparemment, ils boivent pas que de la Corona là-bas. Hein. Non, ça a l'air évident. Oui. Hein. Voilà, donc si vous nous écoutez du Mexique, alors là, si vous voulez nous envoyer des bières craft mexicaines, ça serait avec un plaisir non dissimulé. Vous pouvez nous contacter sur Twitter, Facebook ou Instagram. Tiens, on a eu un petit message sur Instagram tout à l'heure pour avoir des stickers, des autocollants Binous de quelqu'un qui est un expatrié aux États-Unis. J'ai trouvé ça sympa. Je crois qu'il habite aux alentours de Portland, je crois, dans l'Oregon, un truc comme ça. Ok. Donc on lui passe le bonjour aussi. Twitter, Facebook, Instagram, et aussi vous pouvez nous envoyer des emails à binoususa en un mot @gmail.com. Et puis c'est à peu près tout. Le Mexique, c'est tout. Podcut, on vient d'en parler, on vient de faire la pub. Que dire d'autre, Stéphane, avant de se quitter? Merci encore d'être à l'écoute. Oui. Merci à tous les copains avec qui on interagit sur Twitter tous les jours, les Fanny, les Pommes, les Grands Poils, les Julien, les Rhône, les Creepers et que sais-je encore. Stéphane, qu'est-ce que tu voulais dire avant de se quitter? Eh bien, nous avons bu une bière fort bonne qui fête, pourquoi pas, faute de goût, grave, faute de goût, qui fête son 40e anniversaire. Elle ne les fait pas. Pas du tout. Mais voilà. Elle doit prendre du Botox. J'imagine. Oh, en parlant de ça, pour parler de Presley, il y a son épouse Priscilla. Qui a son ex-épouse, parce que je crois qui a plus de 70 ans et qui était en vidéo. Et c'est vrai qu'elle a un teint de porcelaine. Et il y avait un commentateur qui disait « Elle ne vieillit pas ». Puis elle a un commentateur qui était plus méchant, qui disait « Mais elle est bourrée de Botox !» La peau. Bon, c'est méchant. C'est-à-dire... Je trouve ça assez triste. Je trouve ça tragicomique un petit peu parce que c'est des gens. Il y a pas qu'elle, il y en a X. Vous pouvez ajouter toutes les célébrités qui ont 60-70 ans et qui ne veulent pas vieillir. Ouais. Ça devient complètement tragicomique parce que ils ne se ressemblent plus à eux-mêmes. Ouais. Ils ressemblent à une espèce de version bizarre, comme si c'était un masque de cire qu'on avait un petit peu
déformés, leurs yeux on reconnaît parce qu'en fait ce qu'on reconnaît généralement sur un visage c'est les yeux. Ouais. Le haut du nez et les yeux, c'est quelque chose qui identifie la personne. Donc ils se font faire les yeux. Après il y a du botox. Et au bout d'un moment, ils ne ressemblent plus à leur version jeune, mais ils ressemblent à une version déformée. Et on voit leur âge. Enfin c'est tragicomique, c'est tragique. Moi je trouve ça assez triste. Je pensais pas qu'on arriverait à parler de ça dans l'émission, mais ça me fait de la peine parce que c'est des gens qui n'acceptent pas de vieillir, ce que je peux comprendre, mais qui deviennent une version déformée d'eux-mêmes qui est très bizarre. C'est assez triste. Ne faites pas ça. Si vous nous écoutez, que vous n'avez pas envie de vieillir, ben c'est pas grave, acceptez-le. J'aime beaucoup des gens comme Brad Pitt et George Clooney qui se font pas faire de chirurgie et puis qui voilà, ils ont une bonne hygiène de vie et puis ils acceptent qu'ils vieillissent quoi. Brad Pitt refuse qu'on le passe par Photoshop quand il fait des photos pour les magazines. Il dit non, je ne veux pas de Photoshop, j'ai des rides et puis voilà, c'est tout. Et je trouve ça très bien. Les gens qui vieillissent bien, c'est magnifique. Voilà. N'ayez pas peur de votre âge. Cette vie nous aura amené à tout, à n'importe quoi. On aura parlé d'ours de moins de 13 ans qui ont le droit de conduire. Jusqu'à Joe Clay qui jouait de la batterie pour la femme à Presley qui est botoxée. Voilà. Stéphane, honnêtement, je sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'il y a une seule chose qui nous reste à dire avant de se quitter. Je le crains, là. Parce que je sais pas, c'est pas de quoi on va parler, là. Non, il faut mieux arrêter, là. Ça va devenir délirant. Absolument. Donc, Stéphane, il reste une chose à dire. Be news. Ain't nothing turns me on more than a big patat. Oh, I like that patat. I like the patats too big. Look at her go, look at her go. I like both the patats. We should watch her, we should watch her, we should watch her. I think that one's for